Déjà, pour démarrer, ce que je voulais vous proposer, c'était sur l'accompagnement, voilà, parce que nous, on s'intègre dans un accompagnement en 3 dimensions. Un accompagnement des personnes accompagnées, c'est vraiment une dimension relationnelle, permettre à la personne accompagnée et à l'accompagnant de collaborer. Une dimension productive, c'est rechercher à produire un résultat concret et mesurable pour la personne, on va encore en parler. Et puis aussi une dimension plus pédagogique est une dimension indispensable et qui permet de transférer un certain nombre de méthodes et de techniques dans le but de renforcer l'autonomie de la personne et de l'aider à réaliser effectivement les activités, donc à développer sa capacité d'action ou son pouvoir d'agir comme on le dit maintenant. Voilà, ça c'est un préalable posé. Je voudrais, au niveau des repères conceptuels et méthodologiques, d'abord travailler sur la question du projet de parcours, parce qu'on s'entende bien, en tout cas, qu'on vous partage bien notre idée sur le projet de parcours, puis après revenir sur la notion plutôt de référent. Alors, sur le projet de parcours, en fait, de quoi on parle? Alors déjà, une définition, 3 définitions sur le projet. La première, c'est la suite des activités et des décisions qui caractérisent la vie d'une personne. Alors, c'est des définitions assez classiques. La deuxième, c'est bien sûr la distance qui est à accomplir entre 2 étapes, 2 arrêts. Et puis, il y a aussi le regard successif, c'est-à-dire la vision un petit peu globale des différents éléments. Et ce qui est intéressant dans ces définitions, en tout cas, il y a plusieurs choses à retenir. C'est bien évidemment l'alternance d'activité et de décision. On va revenir dessus, hein. La notion d'étape, là où on s'arrête et puis on fait le point. Et puis, la vue d'ensemble, le fait de parcourir, d'avoir une vision globale des choses, que ce soit de l'espace, de la situation et bien évidemment du projet. Je vais revenir sur toutes ces notions au fur et à mesure du travail. Alors, le projet de parcours, c'est avant tout, on a parlé d'outils pédagogiques, de dimensions pédagogiques. C'est un outil pédagogique au service de la relation et du résultat. Et c'est ça que je voulais vous proposer. Ça va aider la personne accompagnée de plusieurs manières. Alors, je vous ai mis ici un exemple de projet avec des étapes. Vous voyez un objectif, un périmètre, un délai, une planification. En fait, on va retrouver dans le projet de parcours l'ensemble des éléments du cadre, hein, l'objectif, la durée, l'organisation, la méthode, le périmètre. Et donc, ce cadre-là, c'est très utile parce que ça permet aux protagonistes d'agir, de collaborer et à la personne aussi accompagnée de se sécuriser parce qu'on sait où on va. Donc, le projet de parcours, c'est quand même un des premiers éléments intéressants, c'est constitutif du cadre et ça, c'est un cadre d'intervention. Ça peut être l'élément de base du cadre d'intervention. Le projet, c'est également un outil de la méthode. C'est-à-dire, ça amène de la méthode, ça amène une façon de procéder, un processus, en fait, qui est toujours le même type de processus et jamais la même chose. C'est-à-dire, ça permet l'individualisation de chaque parcours tout en gardant ce cadre méthodologique qui permet, encore une fois, de pouvoir comparer ce qui est comparable et puis de donner des repères. Et ces repères, ils sont bons pour les praticiens, pour l'organisation, comme pour la personne accompagnée. Donc, on a formalisé cette méthode, en tout cas ce projet en méthodologie, avec 4 phases. Une phase que tout le monde fait, en fait, hein, tout compte fait. Une phase qui est un diagnostic collaboration, c'est une phase d'accueil. Une phase de récolte d'informations, une phase de mise en œuvre effective et puis une phase de sécurisation. Donc, ces 4 phases sont entourées. Donc, ces 4 phases, ce sont bien sûr des activités qui sont proposées à la personne ou que la personne va faire ou souhaite faire. Et bien sûr, elle est jalonnée de décisions. Alors là, on a mis 3 décisions importantes. La première, c'est bien sûr le choix du parcours, hein, ce qui va être contractualisé, ce qui va permettre de démarrer. Une décision, ensuite, ce qu'on appelle nous un point de bascule, c'est-à-dire, en fait, j'ai travaillé mon parcours, et bien, je décide du parcours, en tout cas de la mise en œuvre et du résultat final que j'ai envie d'obtenir après des investigations. Et donc, je vais mettre en place ces étapes techniques pour ensuite pouvoir obtenir le résultat.
bien évidemment, la dernière décision, c'est alors signer mon contrat de travail, mais ça peut être aussi changer de situation X ou Y durablement. Voilà. Et donc, on se retrouve avec quand même un processus de changement qui est normé, qui est bien formalisé, qui est proposé à la personne. Et on voit bien que le parcours, c'est quand même une base de travail à ce niveau-là qui est assez intéressante. Le projet de parcours, c'est aussi un outil d'aide à la décision. On l'a dit, hein, le parcours, c'est de la suite d'activités de décision. On sait que les décisions que la personne va prendre sont stratégiques. Et donc, on a aussi cette vision un peu systémique des choses où on a, quand on bâtit le parcours au démarrage, un objectif initial comme une hypothèse de travail sur lequel on peut se baser pour poser plusieurs étapes, pour poser une organisation et donc poser le cadre. Mais on sait très très bien qu'il va y avoir des aléas, on sait très bien qu'il va y avoir des résultats, que même le fait de poser ça et de commencer la première étape, ça va modifier la vision que la personne a de son projet, de ses possibilités, et on espère aussi de sa capacité d'action et d'autonomie. Et donc automatiquement, on peut arriver sur n'importe où, les objectifs vont bouger, tout va changer. L'idée, c'est que vous voyez qu'ici, on a des nœuds de décision. Alors déjà des nœuds de décision à la fin de chaque étape, mais aussi des nœuds de décision quand des opportunités, des risques, des menaces, des choses arrivent qui n'étaient pas prévues ou des choses qu'on n'a pas dites arrivent et qu'on soit en capacité d'aider la personne dans les prises de décision pour pouvoir, et on va revenir dessus, comparer ce que je voulais faire avec quelles sont les opportunités, quel parcours m'offre cette opportunité de pouvoir comparer les objectifs, mais aussi le coût et les moyens à mettre en œuvre, parce que les prises de décision sont à prendre immédiatement. Voilà. Donc, on est vraiment sur un outil assez technique, assez pratique, qui va permettre à la personne de cheminer progressivement de décision en décision, d'action en action, d'activité en activité, pour obtenir un résultat qu'on souhaite le plus durable possible et qui est toujours tout compte fait quand on démarre un accompagnement totalement inconnu par tous les protagonistes, parce que personne ne sait exactement le résultat que l'on va obtenir. Donc c'est une sorte de boussole ou de sextant qui est proposé ici. Le dernier volet sur cette action sur ce projet, c'est que vous l'avez vu, c'est un système en fait en gros. Et donc, on va répéter des séances de manière assez systémique, assez systématique, qui vont permettre d'avancer. Donc, on a cette fameuse analyse de situation de démarrage, ce qu'on appelle le diagnostic. Mais un diagnostic, c'est un recueil d'informations pour obtenir un résultat, pour traiter cette information. On va revenir certainement avec des intervenants sur la question de la participation, puisque dans le cadre de la démarche référente parcours, ce diagnostic, il est fait par la personne qui construit son projet et qui va le présenter à une instance, au professionnel. Et donc, l'idée, c'est que ce travail-là soit fait en amont pour décider d'un premier projet de parcours, ce qu'on appelle le PPA, le premier projet prévisionnel, le projet de parcours 1. Ensuite, on va mettre en œuvre la première étape. Et puis, une fois la première étape achevée, si bien sûr il n'y a pas eu les aléas ou les opportunités au milieu, on va faire une évaluation, ce qu'on appelle une évaluation de diagnostic, évaluation de la situation, est-ce qu'elle a bougé, évaluation des résultats obtenus, et puis de nouveau un diagnostic et la décision d'un nouveau projet, un projet modifié, pour ensuite mettre en œuvre la deuxième étape, etc. etc. Et donc, on est vraiment dans un processus qui permet d'amener la personne de décision en décision, et je vais en revenir tout à l'heure, le plus rapidement et dans les meilleures conditions au résultat qui a été visé, voire à un autre résultat qui était inconnu. Je ne sais pas si on a des questions sur cette première partie. Pas encore de questions, mais justement, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par l'onglet QR sur Zoom et par l'onglet chat. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur cette partie ou un peu plus tard, si vous avez des questions, vous pouvez passer par ces onglets-là et je transmettrai aux intervenants. Voilà. Alors, je m'excusais sur ces premières approches conceptuelles du projet de parcours, c'est peut-être très conceptuel. L'idée, c'est que ça aide la personne accompagnée et qu'il y a beaucoup d'avantages de cette approche par projet de parcours pour la personne, vous avez compris. Ça lui permet de se donner du cadre, donc ça lui permet de se sécuriser,
de se donner des repères dans le temps et de s'organiser. Ça va lui permettre aussi d'évaluer les résultats et donc de se donner des repères de travail. Hein, et il est souvent fait des rapports que le projet de parcours sert de base et la personne l'affiche chez elle et le fait avancer par elle-même. Donc, l'intérêt d'évaluer ces résultats, de prendre des décisions, on l'a dit, hein, de rester en phase avec la réalité, et tout en compte fait de saisir les opportunités, parce que ce n'est pas antinomique entre le fait de poser un projet global et de travailler aussi sur des possibles, sur des opportunités, parce que justement, l'idée, c'est de comparer les deux et de pouvoir choisir si je vais sur l'opportunité ou si je reste sur mon projet initial. Et puis, bien évidemment, travailler en mode projet, ça permet à la personne de se renforcer, d'augmenter son sentiment d'efficacité personnelle, parce que si elle voit qu'elle progresse, si elle voit qu'elle réalise les choses, que les objectifs sont atteints, bien évidemment, ça va renforcer sa capacité d'action. Donc, ce que nous, on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire son sentiment de pouvoir y arriver. Et donc, vous comprenez que ça va démultiplier cette possibilité d'action. Ça va augmenter son autonomie, puisque en fait, elle a un cadre, elle s'est fixée elle-même souvent, et ça, c'est toute l'approche méthodologique et technique qui peut être proposée aux praticiens, c'est de lui permettre en construisant elle-même son projet, ses étapes, en réfléchissant sur comment elle va s'organiser, bien sûr, d'être beaucoup plus autonome derrière à faire les choses. Et on l'a dit, ça augmente sa capacité d'action, puisqu'en fait, elle a une vision elle donne du sens à ce qu'elle va faire, et elle peut aussi utiliser ses propres ressources et décider d'utiliser ses propres ressources ou d'utiliser des ressources annexes en disant j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'avantages à travailler dans ce mode-là. L'objet projet de parcours, on va revenir dessus, lui permet de piloter elle-même son parcours. Ce projet de parcours, c'est aussi au service de la posture. On parle beaucoup au niveau de la posture de mettre la personne au centre, de respecter bien la posture d'égal à égal ou d'accompagnant à accompagné, et de ne pas être dans la posture de sachant et de non sachant. C'est ce qui est ressorti dans le plan pauvreté, bien évidemment. Et en fait, l'idée, c'est que quand on est dans une situation de travail avec un échange verbal, en fait, la relation peut rapidement se déséquilibrer. Pourquoi? Parce que en fait, ce n'est pas forcément du fait du praticien, mais c'est aussi du fait de la personne accompagnée qui peut donner le pouvoir à la personne. C'est vous qui savez, c'est vous le spécialiste, c'est vous l'expert. Dites-moi ce que je vais faire, etc., etc. Si on travaille, bien évidemment, en utilisant un tiers, donc le projet de parcours, comme objet de travail, en fait, la collaboration, alors là, j'ai mis 2 personnes, mais on peut aussi envisager plusieurs intervenants, et c'est dans la démarche référent de parcours, c'est ce qui est posé, plusieurs intervenants qui interviennent autour du projet. En fait, la collaboration se fait autour de l'objet. Et donc, la personne accompagnée, elle est actrice, elle est participante totalement à la construction, à l'évolution, au changement de ce projet-là. Entre parenthèses, un objet, ça peut se tordre, ça peut se plier, ça peut même se mettre à la poubelle s'il ne nous plaît plus, on ne peut en changer. Et donc, c'est tout à fait malléable et intéressant pour maintenir une posture équilibrée. Pour finaliser sur cette affaire, après je passe au référent. L'approche par projet, ça permet, alors, vous avez vu, de placer la personne accompagnée, de maintenir la personne accompagnée, et ça va être le rôle du référent d'ailleurs, la personne au cœur de son projet. Ça permet de créer et de partager une vision, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, tous. Et donc, c'est l'objet de référence de base, et je vais revenir dessus. De créer et de maintenir l'engagement, alors là, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est si la personne crée son propre projet, elle sera, et si elle a décidé de son projet, elle sera beaucoup plus engagée sur ce projet-là que si on lui a dit ce qu'il fallait qu'elle fasse, même si ce qu'on lui a dit, ce qu'il fallait qu'elle fasse, est tout à fait légitime du point de vue de l'institution et du point de vue du professionnel. Les stratégies comportementales, les théories comportementales démontrent bien qu'une personne qui a choisi librement, qui a pris une décision libre, est beaucoup plus engagée qu'une personne qui l'a pris sous contrainte. Et donc, c'est un peu le jeu du praticien d'arriver à créer les conditions d'engagement de la personne.
Ça permet aussi, on l'a vu, de prendre des décisions en situation. On revient sur l'engagement. Si je prends une décision, je vais pouvoir m'engager beaucoup plus. Et de décision en décision, je reprends la capacité d'action. Et donc, vous voyez que tout est un peu lié autour de ça. Bien sûr, d'agir dans un environnement changeant. Personne ne peut savoir exactement le résultat que l'on va obtenir en mode projet. Par contre, avoir une méthode, avoir une structuration, avoir une base de travail permet d'appréhender l'environnement de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus collaborative. Et ça permet effectivement de s'organiser, et je vais revenir dessus, collectivement. Voilà tous les intérêts de travailler en projet de parcours. Je vais passer au référent. Toujours pas d'intervention par rapport à ça? Pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. Donc, du coup, le référent, je vais revenir un petit peu sur la notion de référent. La notion de référent, alors vous avez vu, on est allé chercher le latin. En fait, l'idée, c'est que, en termes d'étymologie, référence, ça vient du référent, c'est se référer, c'est se rapporter à une chose pour pouvoir la comparer. C'est donc, en fait, le référent, c'est un repère. C'est que ce soit un objet, que ce soit une personne, que ce soit une situation. C'est un repère qui va permettre de comparer. Et d'ailleurs, en évaluation, on va retrouver cette notion de repère, puisqu'on parle en évaluation de référent et de référé. Le référent étant ce que l'on cherche à obtenir. Donc, on est d'accord que le projet de parcours est un référent. C'est le résultat que l'on cherche à obtenir dans la situation dans laquelle on est à l'instant T. Et puis le référé, c'est la réalité de ce qu'on a obtenu. Et en fait, en évaluation, on dit que c'est la différence entre le référent et le référé qui nous aide à prendre des décisions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'écart, qu'est-ce que je fais? S'il y a un écart, qu'est-ce que je fais? Si c'est un écart positif ou un écart négatif, qu'est-ce que je prends comme décision? Vous voyez que, en fait, l'objet, le référent, ça sert à prendre des décisions en situation. Alors, l'idée, c'est aussi de pouvoir dissocier le référent objet, le parcours prévisionnel dans notre cas, mais ça peut être autre chose, mais dans notre cas, ça sera notre cadre d'intervention, le parcours prévisionnel, et puis le référent sujet, qui est l'intervenant, et qui, lui, sera plutôt le garant du cadre de l'intervention. Donc, dans l'idée de la démarche référent de parcours, encore une fois, c'est que la personne pose son cadre d'intervention pour s'engager, pour prendre de l'autonomie. Le référent, l'intervenant sera celui qui va s'assurer que le cadre d'intervention qui a été posé par la personne soit mis en œuvre, évolue correctement et que, bien évidemment, qu'il garantisse que ce soit bien la personne qui souhaite qui poursuive son cadre d'intervention, c'est-à-dire c'est lui qui construit son cadre d'intervention. On va revenir dessus tout à l'heure. Ce qu'on voulait vous présenter, excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, c'est, voilà, on a fait une petite, un petit panel de référents qu'on a identifiés. Probablement, il en existe d'autres, mais disons que sur nos expériences d'intervention dans les départements, dans les territoires, auprès des structures d'accompagnement, on a repéré à peu près 4 types de référents par famille. Le premier, c'est le référent de la personne ou le référent de la famille, dont lui, il assure la cohérence et la continuité des différentes interventions. Il est référent spécifique sur une personne. Le deuxième type de référent, c'est le référent contrôle. Donc lui, il s'assure de la réalité des actions d'insertion. On va le retrouver dans le RSA, par exemple. Il renouvelle, il suspend, il réajuste le contrat. Nous, on l'appelait le référent contrôle pour le dissocier des autres. C'est pas que ça. De toute façon, tous les référents ne font pas que ça. Ils peuvent faire un peu de tout. Mais bon, c'est pour faire une petite typologie. On a ensuite le référent expert. Donc, lui, il est centré sur son domaine d'expertise, sur son domaine d'activité. Et donc, il est référent du domaine d'activité. Il travaille sur la formation. Il va travailler sur, par exemple, le projet professionnel. Il va travailler sur le logement, sur la santé, etc. Et puis, on a le référent d'action, ou qu'on appelle le référent professionnel aussi. Ça va être plutôt celui qui est en contact au sein de son établissement, c'est le contact des autres intervenants ou des autres partenaires. Donc, il va être référent de l'action
et donc il va être celui vers lequel on se tourne pour les prescriptions, mais aussi pour les retours d'informations. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres types de référents que vous avez identifiés par rapport à cela. Et chacun a ses appellations totalement différentes, le référent unique, le référent ASE, le référent placement familial, professionnel de parcours, le coordinateur, puis on va retrouver les pilotes, alors, Maya, pilote Maya sur la Maya, mais aussi le pilote de parcours, si on fait du MAPI par exemple. Voilà, c'est un panel de référents possibles. Bien évidemment, encore une fois, tous ces référents peuvent être à la fois l'un, à la fois l'autre. La typologie ne vaut que ce qu'elle vaut. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Pas eu de questions ni de retour pour le moment. Donc, pour faire écho à ce que disait aussi Monsieur Ciuccini, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres types de références sur vos territoires, à les partager avec nous. Nous serons curieux de savoir quel type de référent vous avez pu identifier également. Et donc, si vous avez aussi des questions, donc n'hésitez pas, vous avez l'onglet Q&R pour vos questions ou vos retours et l'onglet chat pour les personnes sur Vimeo. Je vous laisse poursuivre. Oui. Voilà, donc en fait, chaque référent, bien sûr, est influencé, son mode d'intervention est influencé par l'organisation qui est mise en place au niveau du territoire, la plupart du temps, hein, au niveau de la collectivité, au niveau de l'institution. On a fait un petit exercice avec un département que je vous présente ici, qui a été de dissocier les différents scénarios d'organisation qu'on avait observés lors d'un travail avec ce département, pour essayer d'identifier, dans le cadre du SPIE d'ailleurs, la possibilité d'organisation du référent, la meilleure possibilité d'organisation du référent, de tous les types de référents, de toutes les institutions partenaires. Et donc, on a identifié 4 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario où chaque partenaire est spécialisé dans son domaine d'intervention. Alors là, on a pris des exemples, hein, c'était pour des illustrations. Par exemple, un qui va sur son objectif social, c'est le fameux tuyau d'orgue, hein, ou le fonctionnement en silo. Un qui est spécialisé sur son parcours social, l'autre qui travaille sur l'objectif professionnel, la personne faisant 2 parcours en parallèle, bien évidemment, et chaque professionnel est référent de son propre projet de parcours. Chacun ses objectifs, chacun ses outils, chacun ses modalités d'action, on pourrait rajouter chacun ses partenariats pour arriver au résultat. Le deuxième scénario, c'est un scénario où en fait on a un référent unique qui lui, en fait, il va tout faire pratiquement. Alors, il peut aussi déléguer, hein, en tout cas, il chapeaute tout, et on est dans un objectif soit socio-professionnel, soit social, soit professionnel, et on va pouvoir déléguer, mais en fait, en gros, le référent unique a tendance peut-être à être polyvalent et à faire beaucoup de choses différentes avec la même personne autour du projet de parcours de la personne. Le scénario 3, c'est un scénario où en fait, on travaille par phase, plutôt par action, et donc la personne va aller successivement, on est plutôt dans une vision un peu mécanique des choses. On attend que les personnes aient levé les freins à l'emploi pour aller travailler, ou en tout cas pour faire de la recherche d'emploi. On travaille d'abord les freins périphériques, puis ensuite, etc., etc. On attend l'employabilité, il faut que ça valide le projet professionnel pour aller en formation. Et donc, en fait, chaque référent d'action va intervenir à son moment et la personne passe d'une action à une autre. Alors, la grosse difficulté avec ce mode d'organisation-là, c'est qu'entre les actions, il peut y avoir beaucoup de temps et en fait, on a de la déperdition des personnes qui, entre-temps, vont peut-être passer à autre chose en attendant, puisque l'action qui va démarrer, la suivante, ne démarre pas forcément quand on a décidé ou quand on en a besoin. Et donc, ça prend quand même beaucoup de temps au niveau, ça étend la durée, ça prend beaucoup de temps au niveau de la durée. Et puis, le dernier scénario, c'est le scénario qu'on va développer à partir de maintenant, c'est un scénario où, en fait, au niveau de la première étape, donc la personne, on a une phase d'accueil où la personne va travailler son projet, va faire le diagnostic de sa situation à l'instant T, et puis elle va nommer un référent de parcours qui, vous voyez, prend une position un peu méta, un peu différente des autres,
pour pouvoir avoir cette vision anticipatrice, mais aussi cette vision de facilitation qui va mettre en place les conditions pour mobiliser les différents partenaires dans le cadre d'un projet construit et organisé, pour que chacun intervienne au bon moment, dans la bonne direction, pour contribuer complètement au parcours. Voilà. Donc, on a ces 4 scénarios-là. Évidemment, vous avez compris qu'en fonction des 4 scénarios d'organisation qui sont mis en place, bien évidemment, les référents ne fonctionnent pas de la même manière, l'organisation ayant un impact très fort sur les pratiques professionnelles, mais aussi sur les visions, les différentes visions de la mission ou de la fonction du référent. Sur ce schéma-là, si je peux me permettre une petite observation, Pascal, alors c'est très intéressant cette modélisation-là de ces fonctionnements de travail, puisque nous, dans l'Ariège, les retours que j'avais eus quand on avait démarré, quand on était, disons, à l'année 2 du projet référent de parcours, c'est de la part de certains référents de parcours de dire ah, mais nous, ce qu'on nous a expliqué, c'est que comme je suis maintenant référent de parcours, je n'ai plus à faire le dossier d'aide pour monsieur machin. Je vais demander à mon collègue du coup du centre local de le faire, du centre local de la NDS, si vous voulez. Et donc, on avait eu, je crois, de la part des intervenants de B2C, toute une explication à devoir faire aussi en collectif pendant les journées de formation-action. Peut-être Nathalie sera de cet épisode, de dire, mais ce n'est pas parce que vous êtes un référent de parcours que vous abandonnez votre casquette pour autant d'intervenant social et de réponse sociale à une problématique qui se pose pour la personne qui est donc suivie dans le cadre de cette méthodologie référent de parcours. Et ça, il y a eu quand même, je pense, voilà, le fait d'avoir modélisé de cette façon-là, même si sur le plan pédagogique, ça a un énorme intérêt parce qu'on comprend bien effectivement les différents grands cadres auxquels on est confronté, je pense, en tant que travailleur social. Mais ça a eu aussi pour l'effet de dire, ah ben moi maintenant, je coordonne. Donc, quand il demande une aide parce qu'il ne peut plus payer son loyer, je vais demander à ma collègue d'intervenir. Voilà un peu aussi le travers qu'on avait, en tout cas les questions sur lesquelles on avait eu à répondre en disant non, pour nous, ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir les choses. Je ne sais pas si Nathalie se souvient de cet épisode et si c'est encore d'actualité auprès des équipes. Bon. Oui, je m'en souviens bien. En fait, ça vient me poser la question de la posture professionnelle quand on est travailleur social avec des missions et un champ d'intervention, et la posture qu'on prend quand on devient pilote de parcours, quand on travaille autour du pilotage d'un parcours d'une personne. Parce qu'effectivement, on fait des allers-retours entre des séquences de travail où on est dans notre corps de métier, où on va instruire des demandes d'aide, par exemple, ce qu'on fait, des activités quotidiennes d'un travailleur social, et les séances de travail avec les personnes où on travaille sur le parcours. Et effectivement, on a eu besoin de s'appuyer beaucoup sur la méthode pour faire ces allers-retours-là, puisqu'effectivement, comme le schéma qui est présenté par Pascal, on va passer de la position de pilote, donc une position un peu en hauteur, pas supérieure, mais vraiment en hauteur pour avoir une vision globale, le Yann Arthus Bertrand du social, et à revenir sur des étapes où on a des activités à produire. Donc, vraiment, il y a quelque chose au niveau de la posture qui a été en questionnement, qui a été travaillé et qui est encore en questionnement, mais effectivement, on n'abandonne pas nos activités de travailleurs sociaux avec nos missions et au profit de la posture de pilote de parcours. Il y a vraiment ces deux questions-là. Par contre, l'intérêt aussi, c'est que pour les travailleurs sociaux qui ont souvent qui se mettent l'injonction tout seul, hein, parce que le champ social il est foutu comme ça aussi, de devoir tout faire, hein. Ça permet de séquencer et d'aller chercher des compétences pointues, comme par exemple, moi j'ai des collègues qui ont pu faire des CV avec des personnes. Alors c'est pas que c'est pas bien fait, c'est que c'est pas notre boulot, mais que dans un souci d'efficacité, on va faire un CV. La question là, c'est de re-questionner un peu le parcours de la personne et l'intérêt qu'il y a pour lui, et d'aller chercher un opérateur, quelqu'un dont c'est le travail, qui a une expertise dans ce domaine-là, et de pouvoir travailler avec lui pour que la personne puisse avancer sur cette question-là, sans faire le couteau suisse, si je peux le dire comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, en gros, c'est vrai que c'est des modélisations d'organisation, mais ce n'est que des modélisations. On est en mode projet et donc automatiquement, alors ça va dépendre aussi des territoires. Il y a des territoires où c'est très fourni en matière
en matière d'action, d'outillage, de partenariat. Il y a beaucoup de monde. Dans les gros territoires, par exemple. D'autres territoires, vous savez, très rural, on a l'habitude de fonctionner ensemble et on va faire un peu plus le côté suisse. Mais il y a aussi une question d'avancement du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles établies en disant bah, « moi, je me mets là, puis je ne fais plus rien ». Vous voyez, faut rentrer en mode projet, en gros. C'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de faire avancer le projet et qu'est-ce qui va permettre de l'enrichir. Alors, deux choses. La première chose, c'est que, bah, effectivement, je ne suis pas obligé de déléguer totalement, mais il y a des choses que je peux faire. Je peux être à la fois ici et là, bien sûr, sur des activités ou sur des étapes, si c'est moi le spécialiste, bah, il n'y a pas question d'être que là, je peux être ici aussi, notamment si sur le territoire, il n'y a pas les ressources. Puis la deuxième chose, c'est que bah, si on est plusieurs, et c'est un peu l'objet de la démarche, à plusieurs cerveaux, on va pouvoir, y compris la personne accompagnée, hein, on va pouvoir réfléchir un petit peu différemment. Chacun va pouvoir apporter son point de vue, sa vision des choses, et ça se discute. Maintenant, la question, c'est que ça enrichit, mais il ne faut pas que ça paralyse. Et ça enrichit parce que chacun a sa vision des choses, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on soit d'accord sur le comment on va fonctionner. Et donc là, l'idée du référent de parcours, c'est de reprendre avec la personne les éléments qui ont été échangés. Hein, ça se passe beaucoup en instance. C'est-à-dire qu'en instance, chacun propose ce qu'il peut faire, lui, sa part contributive par rapport au projet qui est proposé. Et c'est la personne in fine qui décide. Et pour décider, ben, en fait, elle a son référent de parcours, son pilote de parcours qui est avec elle et qui l'aide à la prise de décision, c'est-à-dire qu'il organise la façon de travailler et qui lui propose des scénarios possibles. Et c'est la personne à l'arrivée qui décide. Mais encore une fois, on est sur de la modélisation, on n'est pas sur de la procédure. Donc, ce n'est pas parce que il faut être adaptable, ce n'est pas parce que je suis positionné ici en tant que pilote de parcours que je ne vais pas, selon les intérêts du projet, selon les stratégies qu'on va mettre en place, je ne vais pas pouvoir me positionner là. Maintenant, peut-être qu'à un moment donné, il est intéressant pédagogiquement que ce ne soit pas moi qui intervienne ici, parce que on sent que c'est un sujet peut-être un petit peu délicat et que moi, je maintiens la relation avec la personne et que derrière, l'intervenant, ben, c'est lui qui fait, entre guillemets, peut-être le sale boulot, j'allais dire. Hein, c'est-à-dire qu'il va se confronter peut-être avec la personne, lui faire passer des messages qui ne sont pas forcément des messages agréables. Ils vont la confronter avec la réalité, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, c'est peut-être pédagogiquement, stratégiquement, pas intéressant que ce soit le référent qui fasse ça, parce que s'il casse la relation, on ne peut plus travailler. Voilà. Donc, il y a aussi ce jeu-là qui doit se mettre en place. C'est pour ça que chaque projet est différent et qu'il y a des stratégies d'organisation, de fonctionnement qui doivent se mettre en place, et c'est ça l'individualisation. En fait, le projet de parcours, c'est vraiment là, le travail, c'est vraiment d'individualiser au maximum pour faire avancer la personne vers son objectif. Encore une fois, un objectif qui peut évoluer très largement en cours de temps. On a un premier retour de Madame Amandine Bréziette qui dit donc que la modélisation permet de mettre en valeur la notion de fil rouge dans le cadre de l'accompagnement lors d'une multiplicité d'intervenants. Il est important de définir les interventions de chacun pour que la personne ne soit pas perdue et il est important que la personne voit que les partenaires communiquent entre eux. Tout à fait. Et on va revenir dessus complètement parce que cette notion d'organisation, de coordination et de circulation de l'information, c'est-à-dire, encore une fois, de savoir que si la personne va chez l'intervenant et qu'elle voit que on n'est pas en train de tout reprendre, mais que l'action de l'intervenant s'inscrit dans une continuité de travail, bien évidemment, ça sécurise énormément. Et donc, ce qui sécurise permet d'agir. Et donc, ça aide la personne à agir sur les activités. Tout à fait. Donc, alors, sur les 2-3 slides qui arrivent, là, c'est juste pour poursuivre sur cette notion de pilotage. L'idée, c'est que, alors encore une fois, avec toutes les remarques comme fait Cécile et Nathalie hein, sur attention, toute chose étant égale par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a modélisé comme ça qu'il faut rentrer que là-dedans. Hein, il faut s'adapter au parcours, il faut mettre en place des stratégies, encore une fois,
et faire au mieux pédagogiquement pour que la personne avance. Mais disons que là, on a quand même des temps forts de travail, des temps à maîtriser de la part du pilotage du pilote de parcours, du référent de parcours pilote. C'est d'abord la phase d'accueil, bien évidemment. Hein, une phase d'accueil, on a vu tout à l'heure, qui doit permettre à la personne de décider du parcours qu'elle doit mettre en place. Et pour ça, on a des séances outillées de diagnostic, co-élaboration de parcours. Alors, on ne peut pas parler de diagnostic uniquement sans aider la personne à en déduire un projet, parce que en fait, sinon on a récolté de l'information, mais je ne sais pas comment il faut la traiter, cette information. Donc l'idée de la participation de la personne accompagnée, ça démarre comme ça, c'est vous qui faites le diagnostic de votre situation, et vous pourrez en déduire, vous allez pouvoir en déduire à partir de vos hypothèses plusieurs projets. L'idée, c'est que la personne décide de son projet et qu'ensuite elle puisse, alors dans l'instance, dans la démarche référente parcours, c'est un petit peu les modèles qui encore une fois évoluent énormément en fonction des expériences, mais c'est un peu les modèles qu'on avait posés, c'est-à-dire qu'en fait, elle vient présenter son projet à une instance. Alors, décisionnaire, pas véritablement décisionnaire, d'ailleurs décisionnaire sur l'organisation. L'idée, c'était de dire, en fait, l'instance ne peut pas remettre en question le projet de la personne. Vous comprendrez que pédagogiquement, si la personne a pris du temps pour présenter un projet et a travaillé son projet, donc c'est devenu le sien, on ne peut pas lui remettre en question, mais par contre, on peut lui proposer des activités qui permettent d'enrichir le projet, etc. Donc ça, c'est le travail du référent de parcours, même s'il est choisi pendant l'instance, souvent c'est le même. Et puis ensuite, en phase de mise en œuvre et d'investigation, comme on l'a vu, des temps très forts qui sont ce qu'on appelle de l'interétape, hein, c'est-à-dire entre les étapes. Reproduire en fait en gros ce schéma-là, faire l'évaluation, aider la personne à faire l'évaluation, l'évaluation de sa situation, qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui a avancé dans le travail, comment ma situation a évolué, comment moi dans ma tête j'ai évolué aussi par rapport à mon objectif, par rapport à ce que je veux faire, revoir le parcours de manière systémique, donc faire une collaboration de parcours, en quoi il a évolué, quels sont les scénarios possibles qui apparaissent et comment je les compare les uns par rapport aux autres. Et puis ensuite, bien sûr, préparer à l'action, préparer à la suite, et donc se donner une vision de la suite, aller voir l'opérateur, en tout cas communiquer avec l'opérateur d'action, celui qui est l'intervenant qui est susceptible de travailler ici, pour créer les conditions de la relation. L'idée, encore une fois, comme disait l'intervenant tout à l'heure, c'est de dire, en fait, il faut que quand la personne arrive chez l'intervenant, en fait, elle sente que l'intervenant, il sait de quoi il en ressort, ce qui s'est passé avant, ce qui est prévu après, et qu'il inscrit son action dans une continuité, dans un cadre d'intervention maîtrisé. Donc, pour finaliser cette affaire, c'est de dire, en fait, on pourrait très bien avoir une organisation, ce qu'on appellerait en mode projet de parcours, c'est-à-dire une logique de service. Alors, ça peut être à l'intérieur d'une institution, à l'intérieur d'une structure, comme ça peut être à l'intérieur d'un territoire, hein, ou même d'un département, enfin plutôt au niveau de l'échelle territoriale. C'est-à-dire qu'on a des institutions et des services qui fonctionnent et qui ont chacun leur propre logique, ce qui est tout à fait normal. Et puis, une logique de projet qui arrive, c'est ce qu'on appelle une organisation matricielle, hein, avec une personne accompagnée, donc un projet par personne, un pilote par personne, qui peut être un de ceux-là, bien évidemment, et on a des intervenants qui vont intervenir sur ce projet à l'instant T, avec une durée, avec un objectif, un périmètre, tout ce qu'on a vu. Et donc, on pourrait très bien avoir autant de projets que de personnes accompagnées. Alors, et sur une durée restreinte avec une organisation de projet, et on déciderait des personnes, c'est ce qui se passe dans la démarche référente parcours, des intervenants qui vont travailler autour de la personne pour mener à bien ce projet, le pilote ayant cette fonction, cette mission, pardon, ce n'est pas une fonction, pour moi c'est une mission, cette mission à un moment donné d'accompagner le projet de parcours de la personne en position de pilote. Encore une fois, on revient sur ce que disait Cécile, il peut être là, il peut être là. Ce n'est pas le problème. Mais encore une fois, s'il est là, il n'a pas la même fonction que quand il est là. Donc, ça veut dire qu'il rajoute une fonction. Voilà.
Donc, on est sur le projet qui organise le travail et qui organise l'intervention des intervenants. Vous voulez réagir? Yann, tu veux dire quelque chose? Non, je te laisse dérouler. Tu Je déroule dis bien tranquille. les choses, mais effectivement, comme tu viens de le dire, je crois que ce qui est un des aspects importants, effectivement, c'est cette définition de la mission de référence de parcours et non pas de la fonction. Ça, c'est au cœur je pense, des réflexions de chacun, et ça a été peut-être un des aspects voilà, les plus, pas difficiles à expliquer, hein, mais avec tout ce que ça implique derrière, effectivement, dans l'engagement des professionnels, et que finalement, ce qui importe, c'est qui est la personne la mieux placée pour pouvoir impulser cette démarche, cette méthode auprès de la personne, auprès de la famille. Voilà, mais que ça ne peut pas être effectivement une fonction tenue par une personne qui serait hors sol et hors situation. Tout à fait. Alors, je vous ai mis ici, mais je vais pas tout décrire parce que ça risque d'être un peu compliqué, hein, mais juste les compétences spécifiques, puisqu'on parle de compétences du pilote de parcours, de mission, enfin de mission à faire, d'activités à réaliser. Donc là, vous avez sur le référentiel 5939 de la méthode MAPI, ça s'appelle piloter les parcours, la certification, les 11 compétences clés qu'on a posées. Donc, je vous les ai mis là. On vous fera passer de toute façon le PowerPoint pour que vous puissiez vous y référer. Mais juste quelques compétences que je veux mettre en avant. Accompagner la personne dans l'élaboration de son diagnostic. Vous voyez, c'est bien la personne qui élabore son diagnostic social et professionnel. Et c'est le pilote qui va accompagner cette personne à le faire. Accompagner la personne à élaborer ou à co-élaborer son parcours prévisionnel, donc avec de la technique. Tout ça pour obtenir un effet de structuration, d'engagement et d'acceptation de la collaboration. Il y a aussi identifier bien sûr les partenaires et les actions capables d'intervenir sur le projet. Encore une fois, quand on arrive dans une démarche référent de parcours, les personnes sont déjà en accompagnement en situation complexe, elles sont déjà multi-accompagnées. Donc, la question, c'est de récupérer par rapport au projet l'ensemble des intervenants et de se réorganiser pour pouvoir mieux travailler dans le même sens pour faire avancer la personne. Dernière chose, coordonner, animer une équipe d'opérateurs. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, vous voyez bien, on va poser le cas. Alors, j'ai la C9 sur le cadre d'évaluation, poser le cadre d'évaluation pour que tout le monde parle de la même chose. Et puis ensuite, une fois que tout le monde parle de la même chose, arriver à bien faire circuler les informations en disant, voilà le résultat qui a été obtenu, voilà ce qui était pensé par la personne, comment ça va évoluer, etc. Donc, des compétences assez spécifiques qu'on a identifiées ici sur 11 compétences spécifiques du pilote de parcours. Alors, pour finir mon travail, j'appuie pas sur le bon. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir vous faire un petit peu le panel des différents éléments constitutifs de la référence de parcours, en se disant, si on enclenche une démarche comme ça, il faut de la formation, hein, bien évidemment, pour permettre aux praticiens de monter en compétences, pour pouvoir leur permettre de changer leur pratique, et parfois, mais je pense qu'on va en parler lors d'un tour de table, aussi la posture, parce que la question de la participation n'est pas si évidente que ça à mettre en place. Elle s'outille, elle s'organise, c'est un changement de façon de travailler la plupart du temps. Mais donc, il faut une organisation aussi autour de ce travail-là. Il y a un besoin de sécurisation des accompagnants pour qu'ils puissent mettre en œuvre, tester, expérimenter, regarder comment que ça produit, ne pas se mettre non plus en danger, pas vis-à-vis de la relation qu'ils ont avec les personnes, mais aussi vis-à-vis de leur institution, mais aussi par rapport à leur propre pratique professionnelle. Donc, il y a vraiment un besoin de sécurisation. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Il faut mesurer les résultats pour, pareil, de la même manière, réajuster le projet,
montrer aussi les résultats et puis permettre de décider. Puis, bien évidemment, une direction à poser qui permet à chacun de comprendre vers quoi on va. C'est souvent un sujet qui est bien remonté quand on met en place la démarche référent de parcours. C'est OK, on se forme, mais en fait, on va où et pourquoi faire? Et donc ça, je pense que c'est un sujet qui est quand même extrêmement intéressant à poser, c'est-à-dire proposer une vision. C'est un petit peu l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous partager une vision de ce que peut être la référence de parcours ou ce que pourra être demain la référence de parcours. Voilà. J'ai fini ma première partie. J'ai tenu le timing, donc je suis assez fier de moi dans cette affaire. C'est parfait. Je regardais s'il y avait des questions sur Vimeo, il n'y en a pas encore, donc je ne sais pas si les participants veulent réagir ou veulent peut-être poser des questions par rapport à cette première partie. Donc n'hésitez pas, pour les personnes sur Zoom, vous avez l'onglet questions-réponses juste en bas. Et pour les personnes sur Vimeo, vous avez l'onglet chat avant qu'on passe à la seconde partie. Donc, si vous souhaitez réagir, c'est le moment, et si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à nous le dire aussi, à nous faire un petit signe, on se sentira moins seul derrière nos écrans. Vous nous voyez, mais nous pas. Donc, ça nous permettra d'avoir quelques retours de votre part. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que les petits On va pouces, c'est pas attendre un mal petit aussi. moment, je pense. Pardon ? J'ai dit les petits pouces, c'est pas mal, les petites réactions comme ça, on a. Les petites réactions, oui, ça serait pas mal. Alors, on a Madame Huguet qui nous dit bonjour. Bonjour, Madame Huguet. Merci de réagir, ça nous fait plaisir. Ah. Je vois des pouces qui arrivent. Vers le haut, alors c'est pas mal. Ah bah très bien. Merci beaucoup. On se sent beaucoup moins seul. Merci beaucoup. Donc, je pense que les participants n'ont pas de questions pour le moment. Je regarde une dernière fois sur Vimeo au cas où. Non plus. Madame Huguet nous dit merci pour ces infos très claires. Merci beaucoup pour votre retour, Madame Huguet. Je pense qu'on va pouvoir avancer vers la seconde partie et si entre-temps il y a des questions qui arrivent, on les prendra un peu plus tard. Très bien. Donc sur la deuxième partie, c'est les retours d'expérience. Donc là, je vais laisser Nathalie, Cécile et Yann intervenir, bien évidemment. On nous a posé un certain nombre de questions au niveau de la référence de parcours et donc je propose des questions aux intervenants pour justement pouvoir alimenter les retours d'expérience de chacun. Mais je pense qu'on peut ne pas hésiter On a une à première intervenir. question. On a une question qui est arrivée entre-temps, donc je vous la donne en complément des questions que vous avez préparées. Peut-être que c'est déjà une question que vous aviez envisagée. Donc c'est Madame Le Guillard Thiebaud, pardon. Cet accompagnement à la référence de parcours a été accompagné pendant combien de temps? Ah, alors ça, peut-être que je vais laisser Yann et Cécile répondre sur le projet lui-même. Alors, pour l'Ariège, c'est un accompagnement au long cours, puisqu'on a démarré, avant que j'arrive même dans la direction, c'était, me semble-t-il, 2017. 2017, voilà, c'est ça, Nathalie me confirme. Et qu'aujourd'hui, on a décidé de prolonger cet accompagnement. Alors, il y a eu depuis toutes ces années des ajustements et une intervention un peu différente du cabinet B2C, puisque ils ont évolué en même temps qu'a évolué la montée en compétence des professionnels. Mais nous, on a fait ce choix-là d'avoir un appui méthodologique, technique, un accompagnement au projet au long cours, parce que on considère qu'on n'est pas encore capable de s'autonomiser à 100%, même si on a intégré effectivement dans nos pratiques de travail, y compris les managers, un certain nombre de choses qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on a vraiment intégré ces outils-là dans notre quotidien du travail. Yann, vas-y. Oui, je rejoins ce que la collègue vient de dire. C'est effectivement un accompagnement au long cours, c'est-à-dire que la formation des professionnels, c'est une chose. Après, on sent bien effectivement, comme l'a dit Pascal, que l'inscription dans une pratique quotidienne de cette démarche, elle ne se fait pas si naturellement que ça, parce qu'on est aussi sur des changements de posture, des changements dans la relation entre les professionnels et les personnes accueillies et accompagnées.
qui a des enjeux autant pour le public que pour les professionnels. Donc, voilà, et comme l'a dit là juste avant Pascal, il y a ce besoin d'accompagnement, de sécurisation des professionnels pour que cette démarche elle se mette en œuvre. Donc, ça prend du temps, ça, à tous les sens du terme. Et donc, nous, effectivement, on a démarré, je dirais, par une première phase d'expérimentation qui nous a permis d'ajuster la phase de déploiement au niveau du département. Là, donc, on finit cette phase de déploiement. Et puis, par contre, derrière, on met en place tout un système d'accompagnement, enfin, toute une organisation pour accompagner, soutenir techniquement les professionnels, voilà, pour qu'ils puissent se lancer dans cette démarche. Donc, voilà, moi, j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, l'ensemble des professionnels qui auront été formés puissent impulser une démarche, au moins une démarche auprès des personnes qu'ils accompagnent. Yann, vous avez commencé quand, vous, la démarche référent de parcours? L'expérimentation, on l'a démarré en 2020 et le déploiement de la démarche, on l'a démarré en 2022. Et donc là, aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 160 professionnels formés, que ce soit des professionnels du département ou des partenaires qui ont souhaité également pouvoir bénéficier de la formation. Cécile, on a combien de personnes formées, en tout cas qui ont intégré la référence de parcours? Parce que c'est tout le département, si je me souviens bien, non? Alors nous, on était à fin 2022, on était à environ 90 professionnels formés, mais comme vous le savez, on a scindé l'accompagnement des professionnels en 2 séquences. C'est la séquence formation MAPI, donc la formation académique, enfin, la formation théorique de 3 jours sur le tronc commun à la méthodologie MAPI, et ensuite qui pouvait se poursuivre ou pas par la formation action, c'est-à-dire l'accompagnement des professionnels dans le cadre de groupes en collectif sur plusieurs séquences poursuivent encore. Donc nous, là, on est à environ 90 professionnels formés, enfin fin 2022, on était à environ 90 professionnels formés, dont 60 qui s'étaient engagés dans la formation action. Donc 90 formés à MAPI et dont une soixantaine, à peu près 70, on va dire, plutôt intégrés dans la formation action. Alors nous, c'est pareil, on a ouvert aux professionnels du conseil départemental, mais aussi aux partenaires. Et en particulier, ceux qui sont mobilisés, c'est les partenaires référents uniques RSA, qui étaient liés au conseil départemental par des liens contractuels, que ce soit des conventions ou des marchés publics. Donc, on n'est peut-être pas dans le même lien que le personnel, on va dire, des services. Oui, parce que du coup, vous avez modifié les conventions, c'est ça? Alors, quand on a des marchés publics, on a intégré la méthodologie référence de parcours dans nos attendus, parce qu'on est dans un marché public, donc dans une commande. Quand on est sur du partenariat type convention ou avec Pôle emploi, sur un partenariat qui repose sur, on va dire, du droit commun, on ne peut pas le faire, parce que sinon on est dans une commande, on n'est plus dans un cadre conventionnel. Mais on essaye d'inciter, de convaincre, ce qui n'est pas facile. Ouais. J'en profite pour vous dire qu'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, est-ce qu'on les prend maintenant ou est-ce que vous souhaitez peut-être poursuivre maintenant? Ok. On les prend maintenant. Donc, je prends la... Pardon? C'est mieux de les prendre maintenant, c'est plus vivant. Oui. Donc, première question qui était arrivée sur Vimeo, donc de Monsieur Charpentier. Bonjour, comment articuler la démarche référent de parcours avec une libre adhésion nécessaire et un champ de l'insertion qui comporte des engagements pouvant donner lieu à sanction? Alors, Nathalie, tu veux peut-être répondre? Merci. Après, mais je viendrai après en soutien. Oui. En fait, c'est toute la question en tout cas, quand on a été formé, quand on s'est lancé dans l'expérimentation de la démarche de référent de parcours, c'est la première question qui est arrivée. Comment on fait avec un cadre contraint, tout ça?
Et en réalité, la méthode nous a beaucoup aidés, puisqu'effectivement, on travaille sur les théories de l'engagement et on sort de la question de la persuasion. Alors, je ne dis pas qu'on était dans des pratiques de persuasion au niveau des personnes, mais on a pris effectivement une posture qui dit, voilà, on se rend compte dans un cadre contraint, notamment le cadre du contrat d'engagement réciproque du RSA. C'est un cadre qui est contraint pour vous, qui êtes accompagné, et pour moi, qui suis missionnée pour vous rencontrer et travailler avec vous dans ce cadre-là. Donc, dans ce cadre-là, quelle est notre marge de manœuvre? Comment on va s'y prendre? Et l'idée, l'objectif, c'est pas de signer ce contrat d'engagement réciproque, ce sera un objectif in fine, mais notre objet de travail, ça peut être de travailler sur ce dont vous avez envie, sur le parcours que vous pouvez imaginer pour vous. Et du coup, avec l'appui de la méthode, parce que c'est un bon appui technique et c'est très sécurisant pour les professionnels, en tout cas, c'est quelque chose qui fait référence pour nous, c'est de pouvoir dérouler un certain nombre d'activités pour travailler autour du projet choisi par la personne, en écoutant ce pourquoi, ce qui l'anime, et pas seulement lui laisser produire le discours qu'elle a certainement préparé avant, en se disant « je suis convoquée pour aller signer mon contrat d'engagement réciproque, parce que je sais que si je ne le fais pas, il y a une sanction derrière », mais se décaler un petit peu de ça, garder ce cadre de travail-là, puisque c'est la loi, c'est comme ça, et investir cet espace-là pour parler du vrai sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est votre vie, où vous en êtes, on va faire un état des lieux, on va prendre le temps, parce que la question du temps est une question qui revient aussi beaucoup pour les professionnels, puisqu'il y a des contraintes au niveau du temps, puisque les contrats d'insertion, il y a effectivement un délai, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'obligations, mais c'est aussi pouvoir s'aménager cet espace-là pour travailler au rythme de la personne en enchaînant des séquences qui ont du sens, pour vraiment être pas sur l'obligation de cette signature de contrat, mais sur la situation de la personne, et on décortique ensemble. Et vraiment, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, alors souvent, ils ne savent pas, parce qu'ils sont un petit peu abasourdis par la question, ce n'est pas des questions qu'on a l'habitude de leur poser, dans ce cadre-là en tout cas. Ça permet de se décaler et d'avoir, comme le disait Pascal Lucchini, un objet de travail. Voilà, on n'est pas là pour signer ce contrat, mais on va travailler autour de votre situation. Et moi, je ne peux pas décider à votre place, puisque c'est votre vie. Et du coup, votre vie, vos choix. Et l'aventure commence comme ça. Après, je ne sais pas si je réponds à la question. Je sais pas, dites-moi. Non, pour compléter simplement, c'était de dire, en fait, effectivement, c'est le travail du praticien de pouvoir utiliser le cadre institutionnel ou le cadre contraint, parce qu'on est tous dans des cadres contraints, et comme tu disais, Nathalie, de pouvoir identifier les espaces de liberté que la personne peut avoir, et elle en a, et on en a tous d'ailleurs, c'est ça qui est bien, et de se saisir ces espaces de liberté. Donc effectivement, on est dans le cadre du RSA. La contrainte, c'est qu'il faut signer un contrat d'insertion. Et la liberté, c'est quoi le contenu du contrat? Et ça vous appartient. Et c'est un exemple dans tout ce qu'on va faire après. On va pouvoir en fait utiliser le cadre. Je rappelle que le cadre, c'est ce qui sécurise. Et la liberté, c'est ce qui engage. Et donc, c'est l'alchimie des deux qui fait la pédagogie du travail. Et ça, c'est une réflexion même collective qu'on peut avoir au sein d'une institution, au sein d'une équipe de travail, que de se dire, voilà, on a le nouveau dispositif qui arrive, on a 15-20 heures à faire aux jeunes, je prends cet exemple-là par exemple, comment on va utiliser cette contrainte-là et quelle liberté on va donner aux jeunes, et on trouve des solutions systématiquement. Ça, c'est toute l'ingénierie de travail qui est intéressante à poser. Peut-être pour compléter, parce qu'en fait, peut-être que la question, elle se pose à deux niveaux. Déjà, effectivement, au niveau institutionnel, on est bien effectivement sur comment dire, une méthode de travail, une pratique professionnelle. On n'est pas sur un dispositif. Donc, effectivement, il faut aussi que les professionnels qui s'engagent, je dirais, dans cette démarche, ils puissent le faire de façon sécurisée, mais de façon libre. Et on n'est pas sur une recherche de… En tout cas, nous, au niveau du département de la Haute-Savoie, c'est comme ça
qu'on a impulsé cette démarche, hein, c'est bien sur la base du volontariat, et donc il faut que les professionnels ne se sentent pas contraints de pouvoir le faire, enfin de devoir le faire. Après, nous, on est à peu près une dizaine, hein, de démarches qui ont été engagées, réalisées avec le public aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand même, et je vais prendre un autre exemple, parce que nous, on a vraiment ouvert à tout champ, toute problématique. Donc, on a des professionnels du département comme des partenaires qui viennent du social, évidemment, mais on a des collectivités locales aussi, des partenaires de l'insertion, et on a aussi des partenaires du handicap, de la santé, et également de la protection de l'enfance. Et je vais décaler parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'insertion et du RSA. On a pu faire 2 démarches, je crois, 2 ou 3 démarches avec des parents notamment qui avaient des mesures de protection de l'enfance. Donc, il y avait aussi une contrainte de ce côté-là. Je crois que ce qui est intéressant vraiment dans la démarche, alors vous le disiez, les outils sont extrêmement intéressants, et moi j'ai beaucoup de remontées de professionnels qui indiquent qu'ils utilisent les outils sans forcément aller jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est une très bonne chose. Mais il se passe quand même des choses lors des instances, et notamment finalement dans l'acceptation par la personne de contraintes qui s'imposent évidemment à elle, mais également parfois aux professionnels. Et cette acceptation de la contrainte, on sent bien dans beaucoup d'accompagnements que l'entretien individuel, le face-à-face, il ne permet pas, malgré les qualités de persuasion des professionnels, ils ne permettent pas aux personnes accompagnées de les intégrer, ces contraintes, hein. Ils continuent de les refuser quand bien même elles viennent s'imposer à eux. Là où en instance, le fait d'avoir les partenaires l'ensemble des partenaires présents, prêts à s'engager dans le projet qui a été élaboré et présenté par la personne accompagnée, ça permet d'avancer quand même sur l'acceptation de ces contraintes, finalement. Là où l'accompagnement individuel ne le permet pas systématiquement. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on a une anecdote d'un monsieur qui était dans une situation inextricable depuis longtemps et qui n'arrivait pas à sortir de solutions, restait dans ces solutions qui n'arrivaient pas à aboutir. Et le fait qu'il ait vu, donc il a gardé son projet, il est allé le présenter devant tout le monde, donc des intervenants spécialisés, hein, la sous-préfecture, la mairie, ça peut être ça, hein, aussi, hein, il y avait des travailleurs sociaux, etc. Et qu'il a vu que tout le monde cherchait des solutions, mais n'en trouvait pas parce qu'en fait, il n'y avait pas de solution. Ça lui a permis de changer complètement son objectif. En fait, il est sorti de ce qu'on appelle une ornière cognitive. Il est sorti de son ornière en disant, bon, ok, j'ai compris, on ne va pas y arriver, donc allez, on va passer à autre chose. Il a débloqué la situation par lui-même, rien que par le fait d'avoir vu que en fait, tout le monde essayait de trouver la solution, mais il y avait trop d'obstacles pour réussir le projet. Il a changé de projet et ça s'est très, très bien déroulé. Donc, c'était tout à fait un effet aussi intéressant là-dessus. Merci beaucoup pour vos retours. J'espère que ça aura répondu à votre question, Monsieur Charpentier. On va passer à la question suivante, donc de Madame Céline Rouzet. Merci pour cette présentation très claire. Comment fonctionne cela dans le quotidien? Avez-vous beaucoup de situations? Est-ce que le médical est présent dans ces parcours? Comment avez-vous formalisé entre partenaires? Et la question du secret professionnel. Merci. Bon, ça fait beaucoup de questions. On peut peut-être faire le fonctionnement au quotidien. Je ne sais pas, Cécile, Nathalie, d'abord à l'Ariège, parce que c'est vrai que vous fonctionnez comme ça au quotidien. Mais je vais laisser Nathalie parler de son quotidien. Alors, le quotidien, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'au quotidien parce qu'effectivement, dans la question qui est posée par la personne, ça ne représente pas toutes les personnes que je rencontre dans mes activités d'assistance sociale. Donc, je ne suis pas engagée dans le pilotage de parcours de toutes les personnes que je rencontre. Voilà, c'est assez, en termes de nombre, c'est assez… Voilà, je dois être à trois personnes qui sont engagées sur la question d'un parcours en ce moment.
Il y en a d'autres avec qui j'ai travaillé dont le parcours est terminé. Donc, en fait, dans le quotidien, c'est pas très différent de ce qu'on fait d'habitude et en même temps, ça l'est. C'est que, effectivement, quand on est sur une question d'accompagnement avec des personnes, alors effectivement, pour revenir sur ce que disait Monsieur Franck, il y a la question des bénéficiaires du RSA, mais il y a des parcours qui se passent dans le cadre de la polyvalence, puisque en Ariège, les assistantes sociales, on intervient sur l'insertion, donc sur les questions d'insertion dans le cadre du RSA. Sur les questions de polyvalence, on intervient aussi sur la protection de l'enfance. Voilà, donc c'est la polyvalence intégrale. Donc, au quotidien, c'est que quand on démarre avec quelqu'un dans le cadre de la démarche des référents de parcours, on va être sur toute une première phase, ce qui correspond à la phase d'accueil, qui va être la question du diagnostic. Donc, en fait, on annonce le programme à la personne un petit peu, en disant, voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, ou alors on ne se connaît pas. Il y a les deux cas de figure possibles. Et pour les personnes qu'on connaît depuis longtemps, on se rend compte que toute la phase d'évaluation de la situation, évaluation du diagnostic de la situation, il y a plein de domaines qu'on ne s'autorise pas forcément à interroger parce qu'on ne se sent pas forcément légitime et qu'on n'a pas l'habitude d'explorer ce domaine-là. Donc, on va repartir sur tout un travail de compréhension et où on demande à la personne où elle situe ses forces et où elle situe ses difficultés. Et en essayant de ne pas intervenir en termes d'interprétation, parce que souvent, on est dans des évaluations où on va aller plaquer ce qu'on comprend de la situation, alors que dans le ressenti de la personne, on n'est pas forcément au bon endroit. On se rend compte que parfois, on prend la main, on est dans une position de sachant, non sachant, où effectivement, on va poser un diagnostic où nous, on voit où est le problème. Là, le changement de posture vient dans le fait qu'on va interroger et on va mettre au travail la personne sur qu'est-ce qu'elle pense de sa situation, comment elle explique et qu'est-ce qui pour elle est un chantier dans sa vie sur lequel elle veut intervenir. Et là, on commence à séquencer les choses et à objectiver. Et alors, les gens sont assez surpris parce que très souvent, ils viennent chercher une solution immédiate où on a ce réflexe-là d'être dans le traitement, un problème, une solution, un problème, un dispositif, un problème, une orientation vers un partenaire. Et là, on dit non, on ne va pas travailler comme ça, on va vraiment repartir de qu'est-ce que c'est votre situation, de qu'est-ce que vous en pensez et comment vous imaginez pouvoir avancer, quels objectifs, alors c'est peut-être un grand mot, mais quels objectifs vous pourriez avoir pour atteindre la situation que vous souhaitez atteindre. Et on commence à découper un petit peu les choses et très rapidement, il y a des domaines de compétences sur lesquels on n'est pas compétent du coup. Et la question, c'est de dire, voilà, on va essayer de rechercher ensemble quels opérateurs, quels partenaires on va pouvoir solliciter, mais à la place de faire des orientations sèches, comme on peut le pratiquer dans d'autres cas et comme on le pratiquait avant, on va essayer de sécuriser les choses et d'inviter les partenaires à se mettre autour de la table et, si possible, et c'est le but, avec la personne. Et du coup, la question du secret professionnel se traite un peu d'elle-même, puisque on va travailler sur un parcours et pas sur la situation de la personne, c'est ce qui change tout. Et du coup, ce qui est verbalisé avec la personne accompagnée, c'est que qu'est-ce que le collègue qui va intervenir sur le champ du logement, par exemple, ou sur le champ de votre santé, a besoin de savoir pour intervenir sur le parcours qu'on vient de travailler ensemble. L'idée étant de ne pas vous faire raconter votre vie et de rentrer dans les détails. Parce que la question du pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous êtes dans cet état-là et pourquoi vous voulez vous en sortir, ok, ça on en a échangé ensemble et ça vous paraît assez clair. Ça fait partie du travail qu'on fait avec les personnes. On va s'attacher à la question du comment. Et c'est là qu'effectivement, on peut avoir les partenaires qui viennent intervenir dans leur spécificité, mais sans donner toute la mesure de leur art, mais vraiment apporter leur pierre à l'édifice ou au chemin qui est envisagé pour ce parcours-là. Donc, du coup, les liaisons qui se faisaient jusqu'alors entre partenaires en dehors de la présence de la personne, autant que faire se peut, ça se fait avec la personne. Et du coup, le discours des professionnels, il est forcément modifié, différent, puisqu'on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas là, on parle d'un parcours avec le principal intéressé. Est-ce que je réponds à votre question? N'hésitez pas à nous faire un retour
pour répondre à Madame Soras, si elle a bien répondu à votre question, Madame Rouzet. Et en attendant, je pense qu'on peut prendre la dernière question qu'on a sur Zoom et après on a un dernier retour sur Vimeo et on pourra poursuivre. Donc, dernière question sur Zoom de Madame Esprabenz. Combien de personnes ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre de la référence de parcours? Pour l'Ariège, on a arrêté de compter, puisqu'effectivement, tant qu'on était dans la phase expérimentale et puis sur l'année suivante, on a effectivement, on disait on intègre cette personne dans la référence de parcours. Donc, on avait essayé, enfin, on avait fait même des tableaux de suivi. Pour la mesure d'impact sur les parcours, on avait sollicité donc, les référents de parcours pour qui, au fur et à mesure des étapes, nous disent où ils en étaient. Donc, comme ça, on avait un retour en fait sur le projet. On était environ à 100 personnes accompagnées. Mais aujourd'hui, comme on est dans une phase de déploiement et de généralisation, en fin de compte, ce comptage, il devient obsolète et très fastidieux, à vrai dire. D'autant plus que l'intégration de la méthodologie référence de parcours dans les pratiques induit qu'on n'intègre pas automatiquement 100% des outils à chaque fois qu'on mobilise pour l'ensemble des parcours, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir identifier les parcours qui nécessitent que ce travail soit fait, soit réalisé, peut-être identifier ceux pour lesquels une partie des outils vont être mobilisés à un moment donné parce que c'est opportun, et identifier les personnes pour lesquelles, en fait, on n'a pas besoin de mobiliser cette méthodologie-là. Donc aujourd'hui, voilà, le décompte, il ne se fait plus comme ça, un pour un. On est voilà, on était en fait, en courant 2002, on s'est arrêté à environ une centaine de personnes accompagnées. Voilà, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est sous-évalué puisqu'il y a des référents de parcours qui font de la référence de parcours un peu en le sachant, mais sans le dire. Yann, peut-être, oui. Ouais, nous, ce que je disais tout à l'heure, on doit être à une toute petite dizaine, hein, donc on est vraiment au démarrage. Comme je le disais, on sent le point de bascule pour beaucoup de professionnels à se lancer dedans, mais voilà, je pense que ça va commencer à produire des effets là, dans les semaines et les mois qui viennent. Après, juste peut-être, je me permets de revenir sur la question précédente, sur le médico-social et le secret pro. Il y a notamment, ça explique aujourd'hui ce démarrage de ces démarches, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle important du cadre à sécuriser, à accompagner les professionnels et à aller vers les partenaires pour les sensibiliser et les mobiliser en vue de leur présence lors des instances. Et là, il y a un vrai travail effectivement à réaliser. Et nous, effectivement, parmi les quelques instances qui se sont tenues, on a pu en tenir certaines avec des acteurs du champ médico-social et du champ médical. J'ai en tête une situation quand même, l'instance s'est même tenue au sein d'un service de soins de suite et de réadaptation, parce que la situation le nécessitait, puisque le projet, c'était un retour au domicile pour une personne âgée qui était hospitalisée. Et donc, lors de l'instance, on avait les équipes médicales qui étaient présentes aussi. Et du coup, mais comme l'a très bien dit Madame Sora, en fait, la question du secret pro, j'ai envie de dire, elle s'évacue presque toute seule de par la présence de la personne. C'est la personne qui présente son projet, qui présente ses objectifs et qui, du coup, a décidé aussi des partenaires présents et de ce que les partenaires ont et peuvent entendre. Donc, en fait, la question, elle se règle naturellement. Pour l'anecdote, j'ai en tête une instance durant laquelle un professionnel a pu exprimer son malaise à entendre certains aspects de la vie quotidienne de la personne. Et c'est la personne elle-même qui a pu lui dire, mais soyez pas mal à l'aise. Si vous êtes là, c'est que c'est moi qui l'ai voulu. Et si vous entendez ça, c'est que ça me paraissait important que vous puissiez l'entendre. Donc, et ça a remis, entre guillemets, les choses très au clair immédiatement. Donc voilà juste ce que je pouvais ajouter.
Merci beaucoup pour vos retours. On a un retour sur Vimeo qui est arrivé un peu plus tôt. Bonjour, très belle intervention. Il nous faut créer les conditions de la rencontre et tendre vers une éthique de conviction partagée par l'ensemble des professionnels au-delà de notre fonctionnement en mode projet, une alchimie complexe. C'était la part de Madame Detigny-Sandrine. On a entre-temps 2 autres questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on les Si je prend peux, tout de je peux me suite? permettre de rebondir Oui, sur cette, bien cette sûr, bien remarque sûr, des bien types sûr. de conviction. En fait, qu'on se rend compte quand même, c'est que les professionnels partagent tous les mêmes valeurs de vouloir aider, d'être convaincus de l'intérêt du travail qu'ils font. Et donc, effectivement, la question, c'est qu'on a un bon terreau. Et il suffit simplement d'avoir alors, les bonnes techniques, les bonnes méthodes et la bonne organisation qui, en fait, bonifie le terreau, hein. C'est un petit peu ça, comme ça que je voulais intervenir. On a bien évidemment, et Yann et Cécile et Nathalie l'ont précisé, on a eu bien évidemment un changement, et donc le changement est toujours compliqué pour les professionnels, mais attention, pas forcément que les professionnels de terrain, les professionnels encadrants, l'organisation, etc. Donc il y a un changement qui se met en place, donc c'est toujours une période un peu compliquée, mais encore une fois, ce n'est pas… les valeurs de base sont des valeurs sur lesquelles on peut vraiment bien s'appuyer, et d'ailleurs on s'appuie, parce que, encore une fois, quand on travaille comme ça et qu'on voit que la personne développe sa capacité d'action, donne l'anecdote de Yann était tout à fait significative à ce moment-là, commence à réunir les professionnels autour de sa situation, ben, franchement, ça met du baume au cœur à tout le monde, hein. C'est au niveau de la relation, ça ne l'abîme absolument pas, au contraire, ça l'améliore. Donc, c'est sur ces valeurs-là qu'on peut se baser. Excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, encore 2 questions et après on passe à la partie suivante. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous souhaitez qu'on les prenne un peu après? Non, non, prends les questions, c'est bien. C'est bien comme ça, hein, je Ok, pense que… très bien. Donc, on a d'abord un retour de Madame Rouzet donc, par rapport aux multiples questions qu'elle avait posées un peu avant. Elle précise que ça répondait bien à ces questions. Et je voudrais quand même savoir si vous arrivez à travailler avec le médical toujours complexe. Merci. Parce que Yann a répondu tout à l'heure. Cécile, ouais. Non, le médical, moi j'ai en tête des liens qu'on essaie de renforcer avec la MDPH. Donc la MDPH, c'est une structure départementale qui a des liens particuliers avec le conseil départemental, puisque c'est lui qui finance la structure. Donc on est presque un service du conseil départemental. Et effectivement, ce qui nous était renvoyé, c'est secret professionnel sur la situation. Donc, on avait arrêté de faire des instances qu'on appelait, nous, insertion santé, parce qu'il y avait la question, effectivement, c'est le corps médical, en fait, qui s'oppose aussi beaucoup à ça. Et on le comprend, parce qu'il y a une loi, il y a une règle, donc il faut la respecter. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on essaie de parler, quand on essaie de mettre de la méthodologie et de parler du parcours et de séquencer les choses, la question du secret médical, elle arrive à être respectée tout en gardant une qualité de relation au titre du partenariat. Et ça, c'est important de pouvoir aussi sécuriser les professionnels médicaux sur cette question-là, parce que en fait, le secret médical, mais on pourrait dire aussi, tout comme la discrétion professionnelle auquel est tenu tout travailleur social, et en gros tout fonctionnaire territorial qui travaille avec des données sensibles, c'est parfois des fois un écran de fumée pour avancer seul et rapidement sur des situations et pas essayer justement de travailler sur une qualité relationnelle avec le partenaire. Et donc, on essaie en fait de déconstruire ça. Alors, on essaye d'impliquer aussi, nous, les services juridiques de la collectivité, parce que derrière, il y a la question réglementaire et juridique, il y a la question effectivement, de la pratique professionnelle et il y a la question aussi de la donnée. Puisque nous, la donnée informatique aussi, on a été questionné en réunion en disant, mais moi, si j'utilise tel logiciel et telle solution, application informatique qui permet à des partenaires de prendre l'information sur le parcours, puisque on ne parle pas des outils informatiques, mais c'est aussi important puisque la donnée informatique est parfois au cœur aussi du partage d'informations sur les parcours.
Mais moi, je ne sais pas où elle est hébergée, je n'ai pas envie qu'elle tombe chez Google, chez machin, qu'elle soit revendue à une boîte américaine, etc. Donc tout ça, c'est effectivement assez lié et ce sont des questions compliquées, complexes, à la fois juridiques et techniques. Je pense que les formations et les travailleurs sociaux font sur le secret professionnel, on n'a pas encore pris le champ de cette question-là. Donc, il ne faut pas la balayer d'un revers de main en disant mais on s'en occupe, vous inquiétez pas, il faut le poser aussi parce que derrière, il y a des enjeux après, y compris pénaux, enfin, d'ordre pénal. Donc ça, c'est complexe, mais on arrive à trouver des solutions quand même. C'est en travaillant aussi sur les situations cas par cas qu'on arrive à identifier les solutions. Merci beaucoup pour votre retour, Madame Costessec. Dernière question et on pourra passer à la partie suivante, donc de Madame Le Guillard-Thiebaud. Le parcours se matérialise sous la forme d'un outil partagé avec la PA, les partenaires et le service support, lequel? Nathalie, je te laisse toujours toi. Hein. Oui. Mais en fait, c'est assez simple. Moi, j'utilise des supports papier. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Alors, moi, j'essaye d'adapter En fait, je me suis rendu compte que pour objectiver les choses et travailler sur un parcours, la question de la relation et de l'échange, c'est la base, hein, c'est mon outil de travail. Mais je me suis rendu compte qu'en formalisant les choses par écrit, ça permettait vraiment de décaler et d'avoir un fil rouge. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est très simple. Moi, je travaille avec les personnes avec un document où on note les choses. Donc, soit sous forme de schéma, soit sous forme de liste. Ça dépend comment les personnes réagissent. Alors, certaines écrivent, mais souvent, quand même, ils me laissent le soin d'écrire, même si j'essaye de… Voilà. Et en fait… ce support papier, qui est un support simple, hein, ça permet de venir avec, voilà, avec alors, j'ai envie de dire sa copie, mais en tout cas, quelque chose, une production. En fait, ça a la fonction d'être une production objective qui me permet à moi d'avoir un objet de travail continu, mais qui permet de le présenter aussi aux partenaires. Voilà ce qu'on s'est dit, voilà comment on a imaginé les choses. Et on travaille sur ce papier-là. Et souvent, ce que je fais, moi, c'est que j'en garde une copie. La personne repart avec son exemplaire. Et moi, je garde une copie dans le dossier. Comme ça, voilà, on partage cet outil-là. Après, sur la question de comment on forme, ouais, on a travaillé sur des outils, sur la phase de l'expérimentation en Ariège, mais donc des outils dont on se sert, mais sur la formalisation, on est sur de la production sur le moment par rapport à ce qui parle le plus à la personne. En fait, l'idée, c'est que ce soit quelque chose de pas très compliqué, mais que ce soit quelque chose de parlant, de repérant et qui soit vraiment un support pour la suite, où chacun sait ce qu'il doit faire et quand il doit le faire par rapport à comment les choses sont prévues. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, j'ai l'impression. Yann? Oui, alors nous, c'est vrai que dans le cadre de l'expérimentation, il y avait un groupe, on était en mode projet, donc il y a toute une mallette pédagogique qui a été produite avec des outils, voilà, notamment tous les outils du diagnostic, de cette phase d'accueil, des outils aussi pour l'instance, avec voilà, un relevé de proposition un peu type, une charte. Tout à l'heure, on parlait de secret professionnel. Nous, les professionnels ont élaboré une charte de fonctionnement de l'instance. Une fois de plus, le cadre, il est extrêmement important à rappeler, je crois, à toutes les étapes, et le démarrage de l'instance est extrêmement important et pas que symbolique, pas que du point de vue symbolique. Donc, voilà, il y a tous ces outils qui existent. Un des derniers outils là, qui a été élaboré, c'est effectivement des critères d'évaluation. Et je reviens du coup juste sur la question précédente, une fois de plus sur le médical. Une des choses qu'on veut essayer d'évaluer, c'est finalement ce que cette démarche elle a produit auprès des personnes accompagnées, mais aussi ce qu'elle produit auprès des professionnels, et notamment en termes de partenariat. Voilà, c'est-à-dire, finalement, le fait de ne pas être sûr, justement, nous, il n'y a aucune convention
particulière avec les partenaires et autres institutions, soit qui se sont formés, soit qui participent aux instances. Mais par contre, on a pu voir à travers les instances et même dans les formations, on a pu voir des partenaires qu'on n'avait pas qu'on n'arrive pas à mobiliser au quotidien. Je pense par exemple à l'établissement public de santé mentale. Je pense qu'un peu partout en France, la situation est la même, hein, sur la question de la santé mentale et des services qui portent cette mission. Et voilà, on a réussi, voilà, c'était un peu une bonne surprise à entraîner avec nous l'établissement public de santé mentale du département. Et donc, voilà, on voit aussi que ça produit finalement de partir des personnes, de leur parcours, de leurs projets et de leurs objectifs. On voit que ça permet de mettre autour de la table des partenaires qu'on n'arrivait pas forcément à avoir de façon plus classique, je dirais. Merci beaucoup. On a entre-temps une autre question qui est arrivée, donc de Madame Le Guillard-Thiebaud. Est-ce qu'il y a une trame départementale harmonisée? Les outils sont adaptables en fonction des personnes. Allez, je vais répondre pour Allez, vas-y. pour pas laisser Madame Sora répondre surtout. Nous, comme je viens de le dire, on a créé une mallette pédagogique. Après, c'est une autre difficulté, ou en tout cas, c'est un autre point de vigilance dans l'accompagnement des professionnels, c'est que ces outils, mais comme l'a très bien dit Madame Sora juste avant, il ne faut pas que ça soit un carcan qui enferme le professionnel. On est dans une démarche avec une méthode qui est à appliquer. Par contre, les outils pour mettre en place cette méthode, il faut qu'ils soient adaptés, adaptables pour les professionnels en fonction des situations et des personnes. Voilà, il ne faut pas... voilà, sinon, on revient sur du dispositif et on est dans tout sauf du dispositif. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Tout à fait, c'est une méthodologie d'intervention en fait. Et donc, ce qui est important dans l'outil, comme disait Nathalie, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand on maîtrise un petit peu son sujet, on peut faire un outil avec une feuille A4 et un bout de pain, enfin, et un stylo. La question, c'est qu'effectivement, on n'impose pas, enfin nous chez B2C, on n'impose jamais, on en a des outils, il n'y a pas de problème là-dessus, d'ailleurs on les propose en formation et ils sont systématiquement, et c'est normal, c'est très très bien, après expérience, après mise en expérimentation, revue par les professionnels, ça procède de la montée en compétences et puis après, il y a de l'autonomie qui se met en place. Et effectivement, on va adapter, des gens sont plutôt dans les schémas, d'autres sont plutôt dans les tableaux. Je parle des personnes accompagnées, et donc l'accompagnateur, en fait, il va adapter l'outil qu'il va utiliser. L'essentiel, c'est que la personne reparte avec quelque chose et qu'elle ait sa feuille de route, qu'elle ait bien construit sa feuille de route et qu'elle puisse la suivre. Après, voilà, c'est ça l'idée principale du sujet. Il y avait Pascal, donc là, il y a la question des outils, vous y avez répondu. Sur la démarche et la méthodologie, de façon générale, il y avait un guide national qui avait été établi par la DGCS, je crois. Je ne sais pas s'il est toujours valable, mis à jour régulièrement, auquel l'Ariège avait participé dans sa rédaction, avec la ville de Paris. Je crois qu'il y avait aussi le département du Pas-de-Calais. Oui, tout à fait. Et le Haut-Rhin, je ne sais plus. Et donc, c'est vrai que c'était un guide qui avait vocation, non pas à figer en fait la méthodologie dans justement un dispositif, mais qui avait le mérite de définir en fait un public cible, d'expliquer le principe, de recontextualiser la référence de parcours et d'expliquer en termes d'objectifs la démarche. Voilà, c'était pas une harmonisation, c'était plutôt un guide pour donner des repères en fait aux personnes qui voulaient se lancer dans l'expérimentation, aux institutions. Tout à fait. Et dans le guide de la démarche référente parcours, je ne pense pas qu'elle a été mise à jour. Dans les annexes, il y a l'outil de diagnostic MAPI qui est rempli d'ailleurs. Donc, ça peut donner des idées aux uns aux autres. Merci beaucoup. On a Madame Huguet qui demande: est-ce que les instances sont territorialisées? Oui.
Oui, elles sont territorialisées, elles sont à la main de toute façon du professionnel qui met en place la démarche avec la personne. Mais après, c'est une très bonne question et je crois je parlais de symbole tout à l'heure. Et c'est important d'ailleurs que ces instances parfois soient décalées en termes de lieu. Hein, qu'on ne soit pas forcément systématiquement dans les locaux du service social, dans les locaux. Voilà, donc nous, il y a des instances qu'on puisse tenir évidemment dans les locaux du conseil départemental. Comme je disais tout à l'heure, on a fait une instance qui s'est tenue là carrément dans le service de soins de suite et de réadaptation. On en a d'autres qui se sont faits dans les locaux de la CAF. Voilà, donc il y a une importance aussi sur le lieu d'accueil des instances, mais de toute façon, une démarche égale une instance, et l'instance, elle dépend du projet de la personne. Hein, donc, moi, je voudrais préciser que le choix de ces lieux, le choix de comment on va communiquer auprès des partenaires pour qu'ils viennent en instance, ça ne peut pas être que le fait du référent, il faut qu'il soit aidé par un cadre, parce que en fait, il y a besoin de ce binôme-là pour réfléchir à la meilleure stratégie pour faire venir les partenaires. C'est d'ailleurs une question qu'on on nous avait posée d'ailleurs sur la question de comment on intègre les partenaires dans la démarche. Le fait de les faire intégrer dans les instances et de les faire participer à l'instance, ça les sensibilise. Bon, il n'y a pas que ça, je crois que vous avez d'autres stratégies pour intégrer les partenaires, mais effectivement, ça fait partie du travail. Donc, c'est une activité qui est quand même assez importante, stratégique. Il faut qu'ils viennent dans les bonnes conditions, il faut que ce soit les bonnes personnes qui viennent. Et donc, automatiquement, ça ne peut pas relever que de la responsabilité d'un seul individu, d'un seul professionnel. Et donc, c'est quand même un travail collectif important. Peut-être ce que je vous propose, si on n'a plus de questions, c'est que justement, on prenne encore 10 minutes, puis après, on passera peut-être 10 minutes, même pas, enfin, on va prendre 5 minutes pour les 2-3 questions autour qui étaient posées, qu'on avait préparées. Je crois qu'il en reste. Je ne sais pas si vous voulez peut-être répondre à une question ou deux. Je vous les pose là. Les objectifs d'aujourd'hui, par exemple, c'est quoi vos objectifs en termes de déploiement de la démarche? Pour l'Ariège, si je peux commencer, c'est à nous qu'on pose des questions là? Oui, tout à fait, c'est moi qui vous pose les questions. Nous, donc, on est engagé donc, depuis 2017, puisqu'on avait répondu à l'appel à projet de la DGCS sur la référence de parcours. Donc, on a depuis renouvelé plusieurs fois notre commande auprès d'un prestataire, puisqu'on a fait le choix d'être accompagné, ce qui n'est pas le cas de tous les départements, hein, d'être accompagné donc, par un prestataire à plusieurs niveaux. Peut-être qu'on en parlera dans la deuxième question. Et nous, donc les objectifs, ils ont évolué entre 2017 et aujourd'hui, ce n'est pas forcément les mêmes. En 2017, donc, il y avait une expérimentation. Donc, on a commencé avec un petit groupe de référents de parcours, un tout petit nombre aussi de personnes accompagnées. Et l'idée était donc d'expérimenter sur les parcours vivants, j'allais dire. C'était aussi la méthodologie proposée par B2C, c'est ce qui nous a intéressés. La démarche référent de parcours, d'en évaluer les effets, d'en évaluer les résultats et voir où on en était étape par étape et de réajuster en suivant. Dans la deuxième phase du projet, donc à partir de 2018, l'idée, l'objectif, ça avait pêché dans la première phase, ça a été de raccrocher l'encadrement. Donc, de reprendre vraiment le projet comme vraiment un projet, une démarche de conduite du changement. Puisque dans l'expérimentation, on s'était focalisé sur les professionnels et sur les personnes accompagnées. Et en 2018, on s'est aperçu que ce qui manquait, le maillon qui manquait, c'était l'encadrement, donc à tous les niveaux, donc que ce soit l'encadrement, la direction de la DSD, l'ADG de la collectivité, mais aussi l'encadrement, les encadrants de proximité. Donc, le prestataire, B2C, nous a proposé aussi d'ajouter un accompagnement de l'encadrement à la conduite du projet, à la conduite du changement. Donc, on a vu les résultats de façon assez immédiate, puisqu'on a pu donc travailler aussi sur le réajustement du projet. Donc ça, c'était l'objectif, on va dire, intermédiaire.
Aujourd'hui, dans notre objectif de déploiement, c'est de généraliser, d'institutionnaliser la démarche du référent de parcours. Donc, depuis, bien sûr, on a signé la convention de plan pauvreté avec l'État. On a même, je vais vous dire, on fait partie des 3 départements métropolitains qui avons renationalisé le RSA. Donc, on a même signé avec l'État une convention pour développer encore nos engagements autour de l'insertion dans le cadre de la renationalisation, dans la recentralisation du RSA. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'institutionnaliser la démarche en disant, bon, aujourd'hui, on a laissé le temps professionnel de s'intéresser à ça, on était sur la base du volontariat, certains se sont engagés. Donc là, aujourd'hui, nous, on s'engage en tant que collectivité pour dire, ça va devenir notre façon d'accompagner les personnes. La référence de parcours, ça va devenir notre cadre commun, notre culture commune de travail pour le travail social. Donc, on demande aux encadrants de proximité et aux personnes aussi d'intégrer cette démarche-là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, alors s'il y a des récalcitrants, on ne va pas les menotter et les amener, mais en tout cas, on change un peu de discours et de positionnement en termes de management. C'est effectivement, sont visés aussi les professionnels de la protection de l'enfance, parce que jusqu'ici, à leur décharge, il y avait un truc qui s'appelait le PPE, qui a fallu mettre en place, puisque c'est une obligation légale, qui procède de la même méthodologie. En fin de compte, hein, quand on regarde ça, moi je ne suis pas du tout une professionnelle de l'enfance, de la protection de l'enfance, mais on est dans le même objectif de partenariat, de mettre au centre la famille, de faire s'engager la famille dans son parcours, etc., définition de parcours. Mais c'est de les ramener aussi à la référence de parcours. Pour l'instant, on a très peu d'éducateurs, par exemple, qui se sont engagés. C'est un de nos objectifs actuellement. Et c'est ce qui pêche, je pense, par rapport à d'autres départements, quand j'entends le 74, par exemple, de renforcer le partenariat. Parce qu'on a fait peu de CSP, nous, peu d'instances jusqu'ici. Et on s'aperçoit qu'en fait, le partenariat, comme certains partenaires comme la mission locale, Solia ou Pôle emploi, par exemple, pour ne pas les citer, doivent être mieux mobilisés, mieux intégrés quand même à la démarche. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans ce triple objectif. Très bien. Oui, donc si je reprends, la place de l'encadrement à tous les niveaux est primordiale. Il faut vraiment qu'il se mobilise et qu'il participe au projet pleinement. Et puis effectivement, intégrer progressivement tout le monde, tous les champs. Et donc, j'ai peut-être la deuxième question, c'est comment intégrer les partenaires dans la démarche. On a déjà parlé effectivement sur la question de l'instance, qui est quand même un lieu où on peut intégrer les gens. Est-ce qu'il y a d'autres manières, de votre point de vue, de réussir à intégrer, ou des stratégies qui vous permettent d'intégrer les partenaires dans la démarche? Leur proposer la formation action déjà. Leur proposer. Bon. Yann, tu veux intervenir aussi? Oui, nous, donc c'est vrai que l'expérimentation, elle a été riche en enseignement, et ça nous a permis de modifier, je dirais, les modalités de déploiement, parce que l'expérimentation, on était aussi sur de la formation action, très intéressante, qu'on avait liée en plus au PASIP, dans le cadre du plan pauvreté, donc, mais peut-être un peu lourde, entre guillemets, pour un déploiement au niveau de l'ensemble des services d'action sociale et au niveau de l'ensemble du département. Donc, on est passé sur une formation en format 2 fois 2 jours, et par contre, on est resté en mode projet avec un groupe départemental, là pour le coup, à destination des cadres. Et donc, c'est eux qui ont produit, alors lors de l'expérimentation, c'était déjà eux qui avaient produit les outils. Et puis, quand on a déployé, c'est eux qui se sont posé ces questions sur comment sécuriser, enfin, comment réunir les conditions de réussite de cette démarche, et notamment comment faire en sorte que les partenaires jouent le jeu. Donc, on a mis en place des séminaires sur chaque. Nous, on a 4 directions territoriales, donc on a mis en place, on a organisé des séminaires d'information à destination des partenaires, et donc là, on a vraiment été très, très large au niveau des invitations, hein, des collectivités locales, des associations d'aide à domicile, des structures du médico-social, enfin, de l'insertion pro, et j'en passe, hein, on a vraiment les bailleurs sociaux. Et donc, ces séminaires, ils ont permis
à la fois de les sensibiliser sur les grands principes de la démarche, et pour leur dire, nous, en interne, on a des professionnels qui ont été formés, donc vous risquez d'être sollicités pour participer à des instances. Et puis, pour les partenaires qui le souhaitent, on ouvre des formations et elles vous sont ouvertes aussi. Voilà. Donc, après, je pense que la mobilisation des partenaires, elle se fait, c'est un travail au long cours aussi. Il y a cette démarche institutionnelle, entre guillemets, qui a été faite. Et puis, ce qu'on voit, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on a des partenaires qui ont participé à des instances et qui en sont ressortis en disant, mais voilà, en étant vraiment très intéressés, parce qu'une fois de plus, on voit des vrais... Et, quand on parle d'évaluation, nous, on n'a absolument pas mis de critères sur le retour à l'emploi, ou l'accès au logement. Enfin, on n'est pas sur ces critères-là d'évaluation, on est vraiment sur en quoi la démarche elle permet une remise en dynamique, une remise en mouvement des personnes à qui on l'a proposé et puis qui se sont intégrées dans cette démarche. Et on voit vraiment des changements de posture extrêmement intéressants. Une fois de plus, des changements de posture que malgré toutes les compétences et qualités des professionnels, dans des postures que dans une relation duelle, on n'arrive plus à faire changer et du mouvement qu'on n'arrive plus à créer avec la personne. Et donc, on a pas mal de partenaires qui, depuis qu'ils ont participé aux instances, se sont dit, tiens, chouette, moi aussi, j'aimerais bien que mes professionnels soient formés et qu'on puisse utiliser cette démarche auprès de notre public. Mais j'insiste effectivement sur ce que tu disais, Pascal, et la place des cadres, elle est absolument déterminante. Les cadres de proximité, comment ils accompagnent les professionnels, comment ils les incitent, ils les poussent un peu à utiliser la démarche et à la proposer. Parce que, comme je le disais, nous, on est un peu sur la question des objectifs. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est que tous les professionnels fassent au moins chacun une démarche, parce que tous ceux qui en ont fait une, ça a levé toutes leurs inquiétudes, leurs questionnements, et aujourd'hui, voilà, ça s'inscrit naturellement dans leur pratique. Par contre, ceux qui ne l'ont toujours pas fait, ils se questionnent, et en fait, la seule façon de répondre au questionnement, c'est de pratiquer finalement. Et donc, le cadre, il a un vrai rôle pour inciter et sécuriser, accompagner les professionnels dans cette méthode de travail. Ilem, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a encore 2 questions. Il y en a peut-être une qu'on traitera peut-être en message privé sur la durée de la formation action, parce que ça dépend. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Au contraire, ça sera un plaisir de répondre à la question. Il y a le passage à l'échelle, peut-être. Et puis après, on passe à… Parce que c'est bientôt l'heure, non? Ça tourne. Oui, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Donc, je vous propose de répondre à la question de Monsieur Medzinger, et après on passe à la suite. Et pour les questions qui arriveront, si on n'a pas le temps de toutes les traiter, je vous les transmettrai ou je transmettrai votre adresse mail au contact pour qu'il puisse y répondre. Donc, pour la question comment réussir le passage à l'échelle tout en respectant les principes du référent de parcours, notamment les réunions de situation pluridisciplinaire en présence de la personne accompagnée. Alors, passage à l'échelle, je pense que c'est passage à l'échelle départementale, c'est ça? Ou en tout cas au volume, je suppose. Je vous laisse répondre, Monsieur Medzinger. Il a dit oui. Il a dit oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si un de vous veut… Nous, on est un petit département, donc je ne sais pas si on est vraiment représentatif de l'ensemble des départements présents. Je pense qu'il y a 40 participants, donc je ne pense pas, parce qu'on est quand même un département très rural. Donc, voilà, on a peut-être eu plus de facilité, disons, à intégrer l'échelle départementale dans la conduite du changement et dans ce projet-là, qu'un département un peu plus urbain et plus dense que, par exemple, 64 ou d'autres départements. Oui. Moi, j'allais dire, la logique est la même. De toute façon, ça reste des logiques territoriales. Après, on peut faire des agrégations de territoires. Après, comme disait Yann, il y a besoin de piloter ce projet-là. Il y a besoin d'être plus près des professionnels.
Donc, on n'aura pas le temps de développer, c'est dommage, parce qu'il y a toute la partie la supervision, entre guillemets, c'est-à-dire accompagnement des professionnels, incitation sur les situations, réflexion autour de j'ai une situation complexe, qu'est-ce que je fais pour enclencher quelque chose? Ça, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que c'est des éléments qui sont primordiaux. Donc après, il y a une organisation, j'allais dire, territoriale et départementale avec en mode projet qui peut se mettre en place et qui favorise cette mise en mouvement. Il ne faut pas oublier que cette démarche ou cette façon de travailler, c'est quand même quelque chose qui est un vrai projet. Donc, le mettre en mode projet, c'est indispensable avec chacun son rôle. Yann est là pour dire parce qu'il est chef de projet au niveau du département. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut un vrai pilotage au niveau départemental. Donc, ça, c'est aussi très important. Je suis à la disposition pour pouvoir travailler là-dessus, ou en tout cas, et puis chaque projet étant différent, c'est comme les parcours. À chaque fois, il faut réfléchir stratégiquement à comment on organise les choses pour d'abord, déployer la démarche, c'est-à-dire rendre possible les choses, montrer que c'est faisable. Et puis deux, probablement de dire comment on déploie et comment on fait en sorte que petit à petit, cette démarche elle prenne corps pour un maximum d'institutions, un maximum de professionnels. Je propose de passer à l'enquête, peut-être. Nathalie, je te laisse. C'est toi qui… Nathalie Cécile, c'est sur l'Ariège. Donc c'est une enquête. En fait, c'est une enquête qu'on avait réalisée. Alors, il n'y a eu que 21 répondants, donc ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des répondants de parcours, sur les personnes qui avaient intégré justement la formation action donc réalisée par B2C sur la référence de parcours. Donc, peut-être il y a des items qui ne vont pas forcément intéresser tout le monde, mais les retours, enfin moi, les retours en tout cas qui m'ont intéressés et qui nous ont intéressés justement pour réajuster le projet, c'était que les professionnels aussi faisaient état que quand un professionnel, un référent de parcours engagé depuis un petit moment partait de la collectivité, le parcours il s'arrêtait. Et quand la personne était reçue par un nouveau professionnel, on reprenait tout à zéro. Donc, on était vraiment pas dans l'objectif poursuivi. Donc, ça, c'était la question du turnover dans les équipes. Je pense que tous les départements sont soumis à cette contingence. C'est que les équipes de travailleurs sociaux, ça tourne beaucoup en ce moment. Et puis, ça a toujours été un petit peu le cas. Qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de remplacer de façon très rapide les collaborateurs. Donc, c'est vrai que ça, c'est un problème. Donc, c'est pour ça que nous, par rapport à cette question-là, on voulait aussi impliquer tout un travail des RH pour qu'ils indiquent vraiment et qu'ils intègrent vraiment cette méthodologie dans les fiches de poste et au moment des recrutements, qu'on puisse prendre en compte aussi pour expliquer aux futurs collaborateurs cette nouvelle exigence, on va dire, de la collectivité. Donc, après, ce qui ressort aussi de cette étude, c'est la mobilisation partielle du CSP. Je ne sais pas si Nathalie a les mêmes. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui ressort. Voilà. Si vous me dites où il fait qu'il faut que je… Voilà. Après, en détail, j'ai pas réellement… Voilà. Donc là, on voit qu'on est sur 60% de travailleurs sociaux de la collectivité et on va dire 30% de partenaires extérieurs. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc là, ce qui est intéressant de voir sur cette évolution, c'est que en fait, on n'a pas eu besoin de rendre l'orientation vers la formation action obligatoire, puisqu'on a laissé jusqu'ici l'accès à cette formation action volontaire pour que les personnes, le personnel, lentement mais sûrement, s'y intéressent. En fait, l'idée, on a vraiment réussi un essaimage à l'interne de la collectivité grâce en fait aux référents de parcours eux-mêmes qui ont pu, avec leur retour, avec
les séquences de supervision aussi dont vous parliez, Pascal, tout à l'heure, c'est-à-dire l'appropriation par le personnel lui-même de la méthode en dehors des séquences de formation animées par le prestataire. Parce que là, on avait vraiment des temps de travail animés par à la fois un chef d'équipe, à la fois la conseillère insertion qui était un petit peu repérée comme l'expert, mais également par les pairs. Ça a permis en fait d'essaimer vraiment en interne cette méthodologie et de convaincre les personnes qui étaient même les plus récalcitrantes au moins de s'y intéresser, en tout cas d'essayer au moins de démarrer quelque chose qui, à mon sens, a été poursuivi. Bon, il y a eu quelques démobilisations parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, donc ça a été quand même un coup d'arrêt aux rencontres, aux collectifs, etc. Mais les personnels se sont vraiment bien mobilisés parce qu'ils n'ont vu que ça marchait en interne et parce que les collègues, les pairs ont pu faire des retours extrêmement positifs sur les impacts des parcours. C'est ça, à mon avis, que dit ce schéma-là. J'extrapole un peu. Voilà, c'était les retours un peu des professionnels pour savoir s'ils se sentaient à l'aise ou pas. Et comme on l'espérait, la formation action a permis de les conforter dans la maîtrise de la méthode. Je vais vite, hein, je suis désolé. Oui, mais... parce que là, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Ah oui, bah, c'était globalement, est-ce que ça a eu un impact positif ou pas sur mes pratiques professionnelles? Donc là, comme on pouvait l'espérer aussi, une majorité de répondants ont dit oui. Voilà, impact de la démarche sur la pratique professionnelle. Donc la majorité des référents de parcours ont parlé de compétences. Voilà, me sentir plus compétent. Ensuite, la qualité de la relation avec les partenaires, ainsi que la qualité et la confiance avec la personne. Ensuite, venez après, vous le voyez, l'impact sur les parcours et les résultats et le travail de qualité avec les collègues. C'est tout, hein, on a fini le petit questionnaire. Alors, on a fait un peu la même démarche, Pascal, mais bon, comme c'est pas du tout satisfaisant, puisque ça a touché trop peu de personnes envers les personnes accompagnées, mais donc je vais pas, enfin voilà, il y avait vraiment trop c'est trop partiel. Par contre, voilà, les retours que nous font les personnes accompagnées, mais effectivement, il faudrait qu'on mène vraiment un travail d'ampleur, voilà, beaucoup plus développé. C'est que il y a un coup d'arrêt de la dynamique instaurée quand le travailleur social s'en va pour une raison X ou Y, parce qu'il mute, parce qu'il change d'emploi, etc. Et il y a un partenariat qui est trop peu mobilisé, donc on essaye vraiment de travailler sur ces deux items-là dans le projet version 2023. Oui, on va passer on va pas passer le questionnaire enquête puisque sinon on va déborder, on va déborder largement puisqu'il est 27. Donc on va déborder largement sur la réunion. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Cécile. Il y a des questions par rapport où vous voulez rajouter des choses, messieurs, dames? Il n'y avait pas de questions. On avait Madame Rouzet qui demandait, qui était intéressée pour les détails sur le contenu de la formation Action et sur ce sur quoi vous allez. Donc, je ne sais pas si c'est destiné du coup au département de l'Ariège ou si c'est plus globalement à vous, Monsieur Ciuccini, mais je vais donner vos coordonnées. Comme ça, si besoin, elle reviendra vers vous. Et pareil pour les autres participants, donc peut-être qu'on est passé assez rapidement sur certains points qui vous intéressaient par manque de temps malheureusement. Donc n'hésitez pas, je vous ai partagé le contact de Monsieur Ciuccini dans le chat, donc n'hésitez pas à le contacter si besoin de plus de détails ou pour échanger avec lui justement sur ce qui a été présenté. Voilà. Oui, pour finir, juste pour dire qu'on va vous passer en PDF le document et qu'à la fin du document, vous avez un certain nombre de liens, notamment vers notre site et puis vers l'ouvrage aussi. Donc, vous avez des liens si vous voulez vous documenter sur les éléments. Et je réponds à toutes les questions, bien évidemment, par mail, sans aucun problème, ou par téléphone, à toutes les questions que vous pouvez vous poser encore. Très bien. On est arrivé au bout. On est d'accord, Monsieur Ciuccini, il n'y a plus. Ah, moi, j'ai fini, personnellement. Alors,
On a un cœur qui est arrivé dans les réactions, ça nous fait plaisir, merci beaucoup. Donc, on met sur la fin de ce webinaire des applaudissements, des pouces. Merci de réagir, merci, ça nous fait plaisir. Ça fait surtout plaisir aux intervenants qui ont quand même préparé cette intervention et qui sont restés ici pendant 2 heures pour répondre aux questions. Donc, merci à vous pour vos réactions et merci aux intervenants. On est une trentaine sur cette fin de webinaire sur Zoom et 7 personnes sur Vimeo. On a des retours sur Vimeo. Merci beaucoup. Un grand merci pour la qualité de cette formation. Merci à vous pour vos réactions. On était environ une soixantaine, 40 personnes un peu plus et une vingtaine sur Vimeo, 40 personnes sur Zoom, pardon, une vingtaine sur Vimeo. Donc merci à tous d'avoir été présents avec nous. Merci à la trentaine, un peu plus de 30 personnes qui sont encore avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. On se retrouve très bientôt sur le réseau Insertion. Si vous avez besoin de plus de retours de la part de nos intervenants, donc vous avez le contact de Monsieur Ciuccini dans le chat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez revenir vers moi si vous n'avez pas eu le temps de le récupérer ou peut-être pour les personnes qui regarderaient le replay. Donc vous pouvez revenir vers moi pour être redirigé. Sur ce, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, mais une bonne fin de journée pour le reste de la journée. Et merci encore aux intervenants et aux participants. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci. Merci. Au revoir, merci. Je vous lis quand même les retours sur Zoom si vous ne les avez pas lus. Intervention passionnante qui remet l'accompagnement en perspective. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci pour cette intervention intéressante. Bonne fin de journée et à bientôt dans l'attente du PPT. Oui, voilà. Je vais vous le faire passer. Pas de souci. Bon, moi, je voulais vous remercier. Merci pour cette belle organisation, cette animation. Puis Nathalie, Cécile et Yann, merci encore. De rien. C'était super enrichissant comme d'habitude. Et je crois que voilà, on était dans le vif du sujet et c'était super. Merci Juste à toi, avant de Pascal. couper... Donc, juste avant de couper le live, je précise pour les participants qui sont encore là. Donc, vous allez recevoir un sondage donc par mail. N'hésitez pas à répondre à ce sondage. C'est comme ça qu'on arrive à construire des sujets qui vous intéressent. Donc, ça vous demandera à un moment quel sujet vous souhaitez voir traité ou ce qui vous a manqué. Donc, n'hésitez pas à y répondre sincèrement. On les prend au sérieux, on les lit. Et c'est comme ça qu'on peut proposer d'autres interventions aux intervenants qu'on sollicite. Donc, voilà. Merci à vous et à très bientôt sur le réseau. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.